grand A. Donc bonjour à tous, bienvenue au podcast Des fois jeux vidéo, le podcast Sega. Je suis accompagné de mon cher Émeric. Bonjour. Et de mon cher Valentin aussi. T'es cher aussi pour moi, Valentin. Merci, bonjour. Et aujourd'hui, à quoi on a joué, les gars? De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'Outrun 2. Alors, laquelle version un peu toute, on va en voir, on va en reparler, mais on va parler d'Outrun 2 de manière générale. Oui, Outrun 2, l'expérience Outrun 2, un jeu PS2 de l'an 2000... Alors, 2006 pour PS2. Pour PS2, l'arcade c'est 2002, je crois, 2003. 2003-2002. Donc, justement, distinction qui est importante car nous allons parler de l'expérience des deux versions. Car en effet, à Game Spirit à Lyon, il y a une belle borne d'arcade de Outrun 2. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'arcade, on vous recommande chaleureusement d'aller là-bas. Belle ambiance. Puis du coup, on a pu faire l'entièreté du jeu. On a dépensé nos centimes. Et eh bien, on est prêt à parler de ce magnifique jeu aujourd'hui, n'est-ce pas? À fond la caisse. Pour la caisse, littéralement. En tout cas, moi, je me pose une question. Je me demande, est-ce que je vais être capable de faire tout le podcast sans mentionner une seule fois Gears of War? Je sais pas. Parce que, Là, c'est trop tard, là, du coup. Ouais, Est-ce qu'il y a des phases en véhicule oui, il y a des phases oui. dans Gears of War. Tu conduis un machin dégueulasse qui roule très très mal, genre à un moment donné. C'est intéressant comme séquence. Bref, parlons pas de ça aujourd'hui. Pas de tangente sur Gears of War. Parce que moi, je sais pas pour vous, les gars, mais moi, quand je joue à Outrun, Des fois jeux vidéo. Des fois, je vis débat. mais la plupart du temps, Je vis ma vinaigrette. Yes. Alors plongeons dans ce jeu sans plus attendre parce que c'est un jeu de vitesse. Alors qu'est-ce que Outrun 2? Bah, Outrun 2, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de course qui fait évidemment suite, attention, révélation, à Outrun 1. Voilà. Et à d'autres jeux Outrun comme Outrunners ou Outrun 2019, voilà, qui sont donc des jeux Sega. Alors, si j'ai pas de conneries, Outrun 1 c'est 86 ou 87? 86. Il y a 17 ans d'écart entre le premier et le deuxième. Ouais. Wow. Dit comme ça, c'est fou parce que je m'en étais pas rendu compte non plus au début. Et les gens y râlent à cause que Diablo 4 a mis 1000 plombes à sortir. Hein, Après, pas, hein. T'as eu, Sega a beaucoup. Bah, déjà, il y a eu Hang-On avant, on avait Ouais. fait. Bah, Ils ont beaucoup capitalisé aussi sur la formule. Hein. Il y a eu Outrunners, il y a eu Outrun 2019, et puis même il y a eu, ils ont fait plein d'autres jeux du même style après, des jeux de moto, des jeux de voiture, avec vraiment un peu le même principe. Ils ont un truc qui s'appelle Cool Riders, comme ça, pareil, en 95, où pareil, c'est un jeu de moto, exactement comme Outrun, mais avec encore plus de pistes. Et là, c'est une moto, donc ça se joue un peu différemment, mais globalement, ils ont beaucoup pompé la formule quand même si ça s'appelait pas Outrun, quoi. Ouais, c'est ça, mais avant genre le Outrun 2, ça c'était un peu. Est-ce que c'était un peu le saut de la 2D à la 3D ou ça s'était opéré avant dans d'autres itérations de la formule Outrun? Virtua Racing. Alors, c'est pas une Formule Outrun. Même en soi, les jeux de moto chez Sega existent avant, parce que comme tu disais, il y avait Hang-On, qui lui est arrivé en 85. Et il y a eu Outrun qui est arrivé, lui, effectivement, en 86, donc juste après. Mais oui, il y a beaucoup de jeux de véhicules, en tout cas sur les jeux d'arcade Yu Suzuki. Mais toi, Emmerich, est-ce que tu es un mec de jeux de course? Est-ce que tu aimes les jeux de course d'habitude? Alors, ouais, j'en ai pas fait beaucoup. Surtout, j'ai fait Need for Speed, bah, on en parlait juste avant le podcast. Moi, j'avais beaucoup joué au premier Most Wanted, donc je crois que c'est 2006, je suis plus sûr pour la date. J'ai fait 2-3 opus de Need for Speed. Après, t'as un peu. Je ne sais pas si on va peut-être pas y compter les Mario Kart, les trucs comme ça, parce que là, on est Ah, presque. il faut les compter parce que si moi on les compte pas, ben j'ai pas fait beaucoup de courses. Hein. Voilà. Et j'ai fait il y a. Je sais plus combien ça fait, ça va faire 2 ou 3 ans, Forza Horizon 5. Ouais. Et j'ai pas mal joué très très gamin à Gran Turismo. Donc, ouais, mais c'est pas une grosse expérience de fou. Et pas de jeu très récent à part Forza Horizon 5. La course a jamais été un genre qui m'a beaucoup attiré personnellement. Genre, c'est drôle parce que mon premier jeu vidéo qu'on m'a jamais donné à l'époque, c'était Diddy Kong Racing. Et je m'en souviens que j'étais tellement deg que ma mère m'a acheté ça comme premier jeu vidéo. Parce que moi, je voulais Zelda ou Mario. Et ils sont arrivés avec ce jeu. J'y jouais à contre-cœur, j'étais pas bon. J'aimais pas ça. Après, j'avoue que genre Mario Kart 8, j'ai joué beaucoup. Genre, j'avais essayé des Forza, mais j'ai jamais kiffé la simulation, moi, dans les jeux de course. C'est un peu le truc, c'est que moi aussi, en fait, j'ai joué à des jeux de simulation de course, mais j'ai jamais été, enfin, jamais trop joué. Un peu, en fait, j'ai joué plus à des simulations de course quand j'étais gamin,
et que j'avais un volant sur ma PS2. Tu vois, je jouais Gran Turismo 4 chez mon cousin. J'ai joué un peu à Gran Turismo 5 quand j'ai eu la PS3. J'ai testé, comme beaucoup de gens, Assetto Corsa. Je joue plus à des jeux de course d'arcade. Là, ces dernières années, Hot Shot Racing, pareil, qui a un délire un peu Sega. On n'y reviendra pas trop dessus, je pense, mais qui est vraiment un jeu en mode, hey, vous avez vu, on aime bien Virtua Racing, nous aussi. Et bon, qui avait quelques soucis malheureusement, mais qui était pas trop mal. Enfin voilà, des trucs comme ça, j'aime beaucoup. Et Inertial Drift aussi. Ouais. Valentin nous a fait découvrir Inertial Drift. Puis ça, c'est une belle surprise. Une belle surprise. Je connaissais pas du tout. C'est cool justement que par le biais de Outrun, ça nous donne envie de découvrir d'autres jeux d'arcade, de course comme ça. Tu voulais dire quelque chose, Emery? Ouais, je veux dire, on parlait de jeux de course, en gros, que c'était un genre où on n'avait pas trop joué. Mais je pense aussi, faut dire qu'il s'est pas mal dilué dans d'autres genres, notamment le GTA-like et C'est tout. vrai. Donc, même si c'est pas du tout des jeux de course, mais le véhicule, et le déplacement en véhicule, c'est quand même un truc qui a beaucoup été sur la génération PS3 et tout. Donc, on a toujours eu quand même des jeux où on a joué avec des voitures dans les jeux, même si c'était pas à proprement parler des jeux de course. Il y a toujours des missions de course, des trucs comme ça. Tu prends Watch Dogs, tu prends Saints Row, tu prends GTA et Ouais. tout. Donc, il y a eu beaucoup d'open world avec ça. Puis malgré tout. même les jeux de course traditionnels, en fait, sont beaucoup devenus aussi des open world par force des choses. Là, je pense, le premier qui me vient en tête que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin, c'est Burnout, qui est devenu avec Paradise. Pareil, c'est un open world avec du coup des missions, des patati et patata. Ça reste un jeu de course, mais c'est avant tout, t'as aussi toute la structure open world et tout. Ouais. Les gars, vous vous rappelez pas d'un jeu Need for Speed là, à la con? Où il y a genre, pendant le reveal trailer, comment on dit, la bande-annonce où ils ont montré le jeu pour la première fois, c'était un Need for Speed là, où genre, tu sais, le mec est en train de faire des courses de rue et tout, puis il y a la police qui le pourchasse, puis à un moment donné, le mec, il sort de la voiture, puis il commence à courir à pied, genre Ouais. dans des marchés, puis des trucs comme ça, en train de faire la police. Mais après ça, il rentre dans une autre voiture, puis c'était comme, oh my god, vous avez vu les gars, Need for Speed, maintenant vous pouvez courir à pied, genre, vous pouvez sortir de la voiture. Et j'en suis à l'époque, ça avait été reçu tellement froidement, là, cette idée-là, genre, c'est comme, Need for Speed, t'enlèves les roues de Need for Speed, là, c'est dur, tu le vis dur, ça, Mais genre. t'avais un jeu qui faisait un peu ça. Tu sors pas physiquement du véhicule, mais c'était Driver San Francisco. Oui. Où, alors, Tu peux changer de voiture dans Driver. C'est ça. Ouais, Mais tu sors pas de ta je sais voiture. plus si c'est dit dès le début du jeu ou c'est vers la fin que t'es dans le coma en fait, je crois. Il vient de spoiler Mais je crois que Driver c'est, San je crois que c'est le Francisco, début c'est du, terrible. je crois que c'est le début du jeu. Je sais plus, Je j'ai suis jamais sûr. fait ce jeu. Mais... Il me Il a semble. l'air très bien en tout cas. Ouais, il est assez sympa. Ubisoft, et, merci. et je crois que tu peux changer de voiture. De souvenir, c'est une histoire de coma, mais je voudrais pas me planter sur ça. C'est vrai, merci Ubisoft, parce que comme il a été délisté des stores en ligne, on peut plus y jouer. Oh non. Ah. Mais tu pourras jouer à The Rogue Prince of Persia, Valentin, je sais que t'aimes ça. Ou à The Crew. À The Crew, si tu veux. Attends, non, mais ça marche. Riders Republic. Oui, The Crew était délisté aussi, il y a The plus que deux là. The Ah ouais Crew a été délisté. Ouais. En fait, c'est même pas qu'il a été délisté, c'est que tu peux littéralement plus y jouer vu que c'était un gas. Bah, du coup, Ouais. tu peux plus accéder au serveur de The Crew. Ah, Tu d'accord. peux plus jouer à The Crew. Bon, ok, Vas-y. on parle de beaucoup de jeux de course, certes, mais moi les gars, je veux savoir, vous en avez pensé quoi dans Outrun? Qu'est-ce que vous avez vécu avec Outrun? Vous avez vécu des hauts, vous avez vécu des bas, ou plutôt avez-vous vécu de la vinaigrette? Eh ben, plutôt des hauts, je dirais. Mais je pense que j'en reparlerai un peu après. Outrun 2, pour moi, c'est un peu un jeu estival. En mode, c'est juste, ouais, on y a joué là, tous ensemble. Alors, oui, premier épisode où on a joué tous ensemble au jeu en même temps, parce qu'on avait physiquement à la salle vrai. d'arcade, comme on a précisé. Et en fait, je le vois plus comme ce jeu, parce qu'il est pas très long en fait. Hein. Nous, on a obtenu on expliquera après comment se déroule le jeu, mais on a fait la course en difficile en 2 heures, quoi, à peu près. autour de ça. Hein. Un truc comme ça. Et en fait, c'est pas un jeu bien long, c'est un jeu, je trouve, si tu joues avec tes potes, t'es à la salle d'arcade, t'es content. C'est une expérience, mais je pense pas que ça me marquera plus que ça Ok. sur le long terme. J'ai pas. Je suis un peu neutre, on va dire, dessus. J'ai bien aimé, c'est plutôt des hauts, mais il y aura pas un souvenir, je pense, impérissable pour moi du jeu. Ok. Ben, pour contraster avec toi, tiens, moi j'ai vécu des hauts. Seulement des hauts. Pour moi, Outrun 2, c'est comme un peu un petit jeu quasiment parfait, quoi. C'est du gameplay qui est tellement fun, qui est tellement accessible. Tu sautes dedans, après 2 parties, tu as compris comment jouer, puis après 2 heures, ben, tu es capable de faire le chemin le plus dur. Mais tu sais, c'est pas une expérience qui t'as pas l'impression que c'est court, quoi.
Moi, ça m'a fait découvrir l'arcade pour vrai, quoi. J'avais déjà essayé un petit peu de l'arcade avant, par-ci, par-là, mais genre jamais, tu sais, genre, mettons que j'ai de la monnaie qui me traîne dans les poches, allez, j'essaye un petit peu cette borne-là, mais sans plus. Là, c'était la première fois que, genre, je m'étais fait un budget, hein, puis là, j'étais en mode, let's go. Là, ce jeu-là, je le fais, je me le fais, puis genre, je pars pas tant que j'ai pas réussi à le passer, entre guillemets. Puis je trouve que c'est extrêmement enrichissant de revenir aux sources de l'arcade. C'est du game design qui est accessible instantanément, qui est super prenant, puis intéressant, puis intense, puis qui a une rejouabilité quasiment infinie. Donc moi, Outrun 2, oserais-je dire que c'est le meilleur jeu qu'on a fait à date? Oui, moi je pense que pour moi c'est le jeu qu'on a fait à date que j'ai préféré, puis je trouve que c'est le meilleur. Pas de loin, faut pas non plus exagérer faut pas être méchant envers Ghost Trick et Vanquish, là, mais moi c'est vraiment mon jeu de des fois jeu vidéo là, pour l'instant. Et toi, Valentin, ben, toi, tu étais très familier avec ce titre bien avant que nous n'y soyons exposés, Émeric et moi. Alors, moi, ouais, en fait, à l'époque, donc, j'ai joué à Outrun 1 il y a déjà quand même pas mal de temps, et j'ai beaucoup aimé Outrun 1. Mais bon, comme tu l'as dit, Fred, Outrun, ça fait partie c'est un énorme classique de Sega. Donc, c'est un jeu qui est dans. Dès que vous avez un jeu Sega, genre un Yakuza-like, il y a une borne à Outrun quelque part, et vous pouvez jouer à Outrun de plein de manières différentes. Non, mais par contre, tu vois, je pensais au jeu Okutonoken façon Yakuza, fait par la team Yakuza. Il y a Outrun dedans. Ah Il y ouais? a, il y a Space Harrier aussi, mais il y a Outrun dedans. Et en fait, j'ai passé, genre, je pense, la moitié de mon temps de jeu de ce jeu-là à jouer à Outrun, parce que j'aime beaucoup le jeu. Et un peu, je me suis dit, ok, mais peut-être que je joue aux autres. Donc, j'ai joué à Outrunners et tout un petit peu. Et puis, bah, du coup, je me suis dit, un jour, il faudrait que je joue à Outrun 2. Et du coup, je regardais des vidéos d'Outrun 2, et je me suis dit, mais ça a l'air vraiment cool, quoi. Donc, je l'ai pris sur ma PS2, et j'avais beaucoup aimé Outrun 2. Et c'est vrai, c'est un jeu qui est relativement simple, même si en vrai, je pense qu'on a relativement peu creusé sa complexité, notamment parce qu'on a relativement peu joué quand on était à l'arcade au mode Art Mode, comme ils appellent ça, le mode avec les cœurs, qui généralement ajoute de la complexité sur les trajectoires, etc., etc., et du coup sur comment on va maintenir notre drift, etc. Mais c'est vrai que pour le mode principal, le mode Outrun, c'est un mode qui peut être battu assez facilement, on va dire en quelques heures. Mais c'est aussi un truc que je trouve bien avec Outrun, c'est-à-dire que c'est un jeu, tu sais, c'est un peu comme, alors comparaison un peu foireuse, mais c'est un peu comme, tu vois, genre Resident Evil 4. C'est pas un jeu qui est excessivement complexe, je veux dire, d'un point de vue général, mais c'est un jeu qui a de la richesse dans ce qu'il propose de simple, et qui du coup va itérer sur cette chose simple, voilà, et qui est juste aussi un jeu qui feel très good, tu vois. Donc en plus, tu as un peu de complexité assez pour en avoir, pour que ça reste toujours intense et intéressant, mais que tu aies quand même ce côté feel good kinesthétique un peu grisant, quoi. Alors je dirais pas que c'est aussi bien foutu que Resident Evil 4, mais malgré tout, c'est un jeu, tu vois, où je trouve que c'est vraiment genre, alors c'est très bon kinesthétiquement, et puis il y a quand même assez de profondeur pour te garder investi, même quand tu connais déjà le jeu, je trouve. Voilà. Après, je pense que le mode des cœurs, là, le mode Earth Mode, je sais pas si on en reparlera beaucoup, je pense que c'est clairement le mode post-game, une fois que tu as fini mode Outrun, où en fait tu as envie de choper tous les rangs AAA, non pas les rangs AAA, pardon, les rangs AAA. C'est là où tu as envie de choper, je pense, ces rangs-là, et où ça devient un peu plus compliqué, parce que tu as des trucs qui vont vraiment te nécessiter une courbe très particulière dans ton virage, et donc vont vraiment te pousser à apprendre les virages, et à apprendre vraiment, on va dire, à mieux manier ton drift sur notamment le lâcher d'accélération, et etc., etc. C'est aussi un peu, je pense, sa force, c'est que c'est un jeu qui est très feel good, accessible, et qui a quand même un peu de profondeur pour les fans du genre. Oui. Donc, voilà. Mais là, du coup, Graphique. en quoi ça consiste en train si vous aviez à décrire une partie typique de Outrun, de quoi ça a l'air pour que les mesdames et messieurs à la maison puissent s'imaginer à quoi ça ressemble de jouer à Outrun? Ok, on va y aller avec la version arcade. Je lance et vous poursuivez, d'accord? Allez, vas-y. Alors, première étape, j'arrive à l'arcade, d'accord? Avec les poches pleines de centimes. J'arrive devant la borne et je me rends compte, oups, c'est des 50 centimes qu'il faut, pas des 20 centimes. Merde, c'est un peu cher. Je vais à la machine pour transférer mes centimes en 50 centimes. Et donc, je mets mon argent et la machine bug. Du coup, elle me redonne pas mon argent. Du coup, je retourne à la caisse.
Je vais voir le monsieur, je dis, monsieur, la machine est buggée. Il dit, est-ce que vous avez mis la monnaie lentement? Je dis, oui, mais coincé. Ah merde, le monsieur vient débugger la machine. Après ça, on recommence. Je remets une pièce, la pièce malheureusement n'est pas lue. Il faut que je la reprenne, je la remette, elle n'est pas lue. Il faut que je la reprenne, je la remette, elle n'est pas lue. Je dis, Valentin, est-ce que tu aurais une pièce à me prêter? Oui. Je mets la pièce à Valentin est lue, je ne sais pas pourquoi. Et hop, là j'ai mes 50 centimes, j'approche de la borne, je m'assois dedans. Je suis grand, donc la personne qui était avant moi était beaucoup plus petite, donc je suis pas capable de rentrer dans la machine. Donc j'ajuste le siège un peu, je mets la pièce, j'appuie sur le bouton jaune, j'appuie sur le bouton start et la partie commence. C'est une très belle description. De l'avant à outre. Ouais, c'est de l'avant-partie. L'avant-partie fait autant partie de l'expérience que la plus fine des drifts, Valentin. C'est vrai. Une fois que j'ai fait start, de quoi ça a l'air le jeu? Parlez-moi de votre expérience. Comment on le vit à partir de là? Alors déjà, tu as plusieurs modes de jeu. Ensuite, tu choisis ton véhicule. Et ensuite, a priori, tu commences par le niveau Palm Beach. J'espère que j'ai bien prononcé parce que ça... Palm Beach? Voilà, je préfère ça. Palme, la plage. Palme. Oh, Palm Beach. Ouais. Palm Je vais Beach. juste faire gaffe de pas mal prononcer. C'est surtout ça. Il faut pas offenser notre large public anglophone. Hein. Donc, Palm Beach, oui. Mais avant tu brûles quelques étapes parce qu'avant d'aller dans Palm Beach, Tu déjà. choisis ta voiture, certes, mais il y a Ouais. aussi tu choisis ta musique. Oh, oui. Ah oui. Très important. De la couleur de ta voiture. Et la couleur de ta voiture. Tu choisis. En fait, ce qui arrive, c'est que tu choisis. Déjà, tu fais start, hein, comme dans tous les bons vieux jeux de course. Tu choisis ton mode. Les modes, c'est quoi? Il y a le mode Outrun, je crois. Oui, qui est le mode classique comme l'autre original. Ouais, le mode classique, qui est le gros de l'expérience qu'on a eu avec Outrun, je dirais. Ensuite, C'est Earth Attack. Ouais, Earth Attack mode, le deuxième mode. Ouais. Ouais, Art Attack Mode. Et l'autre, c'est. C'est le time attack. Ouais, Ok. Où il n'y a pas de trafic. Du coup. Ok, bon, du coup, on choisit la voiture, n'est-ce pas? Et il y a une bonne panoplie de voitures. Moi, je vais vous avouer un truc. Un petit défaut que j'ai apparemment dans les jeux de course que je me suis découvert. Quand je me trouve ma voiture, je ne prends que cette voiture. Je prends toujours la même voiture. T'as le même truc. Moi, dans Mario Kart, mon main, c'était Roy avec la voiture de base et les roues de base et le deltaplane de base. Voilà, et je prenais toujours ça. Et vous avez essayé un peu les autres voitures? Ouais, moi j'en Ouais. ai essayé 3, je crois. Et quelle est la différence? Est-ce que la différence, elle est incroyable avec les voitures, les différents types de voitures, non? Les différences principales, c'est la vitesse max que tu peux atteindre. C'est le nombre de vitesses qu'a ta voiture. Ça, c'est surtout important quand tu joues en manuel. Du coup, tu peux choisir aussi de jouer en automatique. Et après, il doit avoir quelques... Alors, ça doit être assez subtil, mais tu dois avoir quelques différences au niveau de l'adhérence dans les virages. Alors, Mais voilà, quoi. ouais, ça doit pas être grand chose parce que même le jeu, si je dis pas de bêtises, n'affiche pas un menu de statistiques C'est des ça. véhicules. Donc moi je sais même pas réellement s'il y en a. Toi tu l'avais un peu senti, tu nous avais dit Val. Il y a un peu de J'ai l'impression qu'il y avait un peu de différence dans l'adhérence, mais surtout en fait, ouais, la vitesse max, c'est le nombre de vitesses que tu as à passer. C'est un truc Oui. qui est très Sega, C'est pareil, ça, dans les Outrunners et tout, c'était déjà le cas, où en fait c'était vraiment l'adhérence de la voiture et le nombre de vitesses en fait, que tu pouvais passer et ta vitesse max. Genre à Outrunners, il y a vraiment ce délire-là, où ta voiture, t'as des voitures qui vont vraiment avoir une adhérence complètement opposée, où il y a une voiture qui va vraiment, genre tu vas prendre les virages, vraiment tu vas les prendre très serrés et ça va passer impec. Il y en a d'autres, tu vas partir dans le foin, quoi. Et du coup, ça dépend vraiment des voitures. Mais oui, c'est surtout le nombre de vitesses, quoi, et la vitesse max que tu peux atteindre avec ta voiture. Mais ça diffère pas beaucoup en termes de vitesse max, c'est genre 20-30 km/h max en deux différences. Sûr que les voitures peuvent rouler à 300 km/h, c'est pas une énorme diff, quoi. Peut-être il y aurait eu plus de rejouabilité si ça avait été plus prononcé, là, comme justement dans Inertial Drift, où tu as 3 véhicules qui roulent complètement de manière différente. Mais bon, peu importe, on passe pour ça. Ouais, du coup, bon, là, tu as choisi ta voiture, puis là, tu arrives dans Palm Palm Beach. Biche. On va dire biche comme l'animal, comme ça je suis sûr de pas de pas se faire de conneries. Donc oui, on arrive là. Donc c'est un peu une sorte de tutoriel, hein, puisque en gros on a des... je sais plus si c'est sur l'interface s'il y a le comment drifter, il Non. me semble. Non, c'est, ils te c'est dans le mettent, menu, avant. Ils te mettent même... Enfin, t'as aucun endroit où ils te disent comment drifter, c'est vraiment genre tu Alors. le découvres. Intervention du Valentin du montage qui vient vous affirmer que si j'ai dit de la merde, il y a bien un tuto dans Outrun 2 Arcade, la vidéo qui se joue quand en fait on ne joue pas au jeu, hein, la vidéo sur la borne, la démo reel, explique
comment drifter. Donc voilà, je dis de la merde, et du coup, les prochaines minutes vont être consacrées à une chose qui n'a pas vraiment lieu d'être, mais c'est quand même fun, donc on vous les laisse. Alors après, c'est un truc, la façon de drifter qui est quand même qui est très commune au jeu Sega de manière générale. Donc, c'était ça où j'avais un doute tout à l'heure. Je crois que c'est Fred à un moment qui disait on prend le jeu très vite en main. Et je voulais revenir un peu là-dessus en disant oui, mais vous m'auriez pas Valentin m'aurait pas expliqué le système de drift. Je pense que j'y serai encore parce que c'est en fait alors moi j'ai joué à l'arcade qu'une seule fois avant. C'était quelques semaines avant en cours. Et à part ça, je n'ai pas d'expérience d'arcade déjà parce que là d'où je viens à la base, on n'a pas ça. Et en fait, oui, a priori, je crois que tu disais, Valentin, que c'est un peu commun comme c'est dérapage. généralement, c'est dans quasiment tous les jeux de course arcade racer, c'est la même chose. Mais ça c'est vrai, Amérique, c'est un point tout à fait valide, il faut le savoir ça. Parce que moi, si je l'avais pas su, justement, j'aurais à peine réussi à faire le premier niveau, quoi. Parce que la drift, même, il t'explique pas comment ça marche, ça. Après, il t'explique rien, quoi. Genre, c'est comme, il te lance dans le jeu, c'est de l'arcade, c'est comme, allez hop, tu t'y retrouves, quoi. Genre. Peut-être pour expliquer un petit peu aux gens comment fonctionne le système de drift, moi qui suis plutôt sur console et PC par exemple. Et d'ailleurs, le système de drift, il est essentiel pour jouer au jeu. Oui. Tu peux pas faire le jeu sans drifter. Je pense que tu peux même pas faire le mode facile, effectivement, la route facile, je suis même pas sûr. C'est juste le premier niveau, tu peux le faire sans drifter, mais le reste, tu peux pas les finir si tu sais pas drifter. Et le système est un peu particulier, puisque sur la plupart des jeux qu'on connaît, on va dire, sur console et sur ordinateur, c'est tu roules, puis tu appuies sur la touche de frein en décalant légèrement le stick, et puis ça te fait tourner, ça te fait à la Mario Kart. À la Mario Kart. Et là, le truc, c'est que c'est un peu l'inverse, dans le sens où tu arrives, tu appuies sur la pédale de frein, tu lâches l'accélérateur, tu lâches l'accélérateur, appuies sur le frein et tu tournes. Voilà, c'est ça, mais il Tout faut petit lâcher coup de frein. Hein, voilà. Ouais, c'est vraiment un tout petit coup de frein, c'est en vraiment fait, très léger. il faut lâcher l'accélérateur, et ça paraît pas évident, parce que dans la plupart des jeux qu'on connaît, tu maintiens l'accélérateur, puis tu appuies sur la touche de frein, et là, tu dois le lâcher, appuyer sur la touche de frein, et basculer ton volant, et ensuite gérer un peu l'inertie du truc. Et tu peux contre-braquer pour faire un drift dans l'autre sens également. Ouais. Ça paraît pas être hyper intuitif, mais... Alors, il faut savoir que dans la réalité, le monde réel que nous vivons, le drift fonctionne un peu comme ça. Alors évidemment, dans Outrun et les arcade racers, c'est volontairement accentué de manière abusive, mais c'est vraiment ça, parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail physique, mais quand on freine, le poids en fait de la voiture se déplace vers l'avant, et du coup le centre de masse de la voiture, je suis pas physicien, donc peut-être que je raconte pas des trucs et des conneries un peu en gros, mais le centre de masse de la voiture s'avance, et du coup les roues motrices, donc les roues qui gèrent la direction, c'est-à-dire les deux roues avant, ont beaucoup plus de poids, et du coup la direction impacte beaucoup plus, donc on tourne, et comme les roues arrière c'est plus léger vers l'arrière, et ben elles ont beaucoup moins d'adhérence, vu que c'est plus léger, elles sont un peu plus surélevées, on appuie moins dessus, et du coup elles partent plus facilement en vrille. Et du coup c'est comme ça qu'on drive dans la réalité, c'est vraiment on lâche l'accélérateur, on met un coup de frein pour vraiment foutre le poids de la voiture vers l'avant, on tourne, et c'est à partir de ce moment-là où du coup les roues arrière ayant beaucoup moins d'adhérence et les roues avant ayant beaucoup d'adhérence, c'est là où on commence vraiment du coup à avoir cet effet de drift en fait. Here we go. Just like that. Kick the gas all the way in third gear. Brake, steer, then boom. Mais du coup, en effet, c'est vrai que quand t'es pas familier avec ce genre de truc-là, Outrun ne te l'explique pas. En vrai, c'est un peu triste, mais je n'ai pas souvenir de beaucoup d'arcade racers qui te l'expliquent. En fait, j'en vois pas en fait là comme ça. Je pense que si j'avais spéculé, je dirais que de toute façon, genre, si t'arrives dans l'expérience arcade à la base, si tu vas avec tes potes, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui, tu sais, mettons les jeux de console, il faut qu'il y ait un tutoriel complexe qui te l'explique parce que genre tu vas être tout seul chez toi. Mais l'expérience arcade, c'est que tu y vas avec des potes, tu y vas avec des gens qui travaillent là, des gens qui connaissent bien les jeux, qui connaissent les mécaniques, qui eux vont te l'expliquer, quoi. Pour le coup, pas forcément, parce que la plupart des bornes d'arcade ont en fait un écran de tutoriel qui t'explique les mécaniques. Soit des fois je crois que c'est écrit directement sur la borne d'arcade. Des fois il me semble que t'as des écrits, mais c'est généralement pour les touches ou les systèmes de support. Ouais, c'est très basique, genre mettons accélère pour accélérer, freine pour freiner, tourne à gauche, tourne à droite, allez hop, tu peux jouer. Mais la plupart des jeux ils ont toujours quasiment tout le temps un panneau avant que le jeu se lance en te disant voilà les touches en gros.
Et Outrun, je crois que c'est un des premiers que je vois qui fait pas ça. Après, les touches, t'as la pédale et le volant, quoi. Oui, voilà. Mais c'est vrai que pour mais la la mécanique mécanique aussi. principale. Mais après, je vois pas trop d'arcade racer là où il t'explique ce genre de mécanique de On est drift. dans la section jeux vidéo des fois jeux vidéo parce qu'on va débattre, pas vraiment un débat, Non, mais c'est plus non, pour non. élaborer. C'est que oui, ils te disent des instructions, Émeric, mais par contre, mettons, tu as une borne d'arcade de Street Fighter 3. Est-ce que, genre, ils vont te donner toutes les moves à Ryu? Genre, Non. est-ce qu'ils vont te donner toutes les strats, comment faire du spacing et tout? Tu sais, les mécaniques sont importantes. Ils sont même, je pense que c'est essentiel si tu veux jouer comme il faut. Ils te le donneront pas. Ils vont donner la grosse base Oui, pour que tu puisses te taper, mais taper, taper. là, mais- tu es sur un jeu de versus où entre guillemets, tu vas apprendre avec les autres. Ça peut être le cas pour Outrun aussi, mais tu es quand même sur un jeu qui t'oppose à la borne, principalement. Je sais plus, il y a un mode à deux, je crois, sur la borne Oui. d'arcade, c'est ça, où on peut avoir un versus. Mais a priori, la base du jeu, c'est quand même de s'affronter contre le jeu, quoi, contre la machine directement et pas contre quelqu'un d'autre. Donc là, pour le coup, qui te donne pas ce qui te permet ne serait-ce que de finir la route facile, c'est un peu dommageable. Parce que comprends. tu, Après, il y a aussi un truc que je pense qu'on réalise pas aujourd'hui parce que le monde de l'arcade a bien changé. Mais à l'époque, il y a beaucoup de gens qui jouaient à des jeux d'arcade comme ça, d'arcade racer et tout. Des gens qui étaient déjà intéressés par les voitures et qui du coup avaient ces notions-là Mhm. déjà de base. Et aussi, avant l'arcade étant beaucoup plus populaire, les gens jouaient et discutaient de la borne. Aussi, il y a un peu ce truc-là, tu sais, où les gens arrivaient, et disaient, ah, tu bats comment ce truc-là? Bah, je fais comme ça, et patati patata. Il y avait aussi, je pense, un peu plus d'échanges, parce qu'il y avait aussi plus de monde dans les bornes, quoi, devant les bornes. Et de toute façon, quand t'attendais que quelqu'un finisse sa partie, bah, tu parlais avec les gens, etc. Donc je pense qu'il y a un peu ça aussi. C'est un truc de toute façon, qu'on a perdu, qu'aujourd'hui n'existe plus vraiment, malheureusement. Pour faire un parallèle, Mais oui, c'est un peu dommage, on est d'accord. si tu joues à un shooter de nos jours, n'importe quel shooter, genre, ils vont pas te dire il faut que tu appuies sur la gâchette droite pour tirer quoi. Peut-être qu'ils vont te le dire dans si. Fortnite à la limite, mais genre si tu joues à Doom Eternal, Doom va pas te dire tire. Si, je crois pour- que t'as le tuto qui te fait ça. Mais après, Ouais, je sais pas, faudrait voir. il me Hein, semble. ça me surprendrait. Hein. c'est toujours aussi la question de à quel point tu donnes de l'information au joueur, à quel point tu lui en laisses le découvrir. C'est vrai qu'Outrun a ce défaut de, bah, en fait, du coup, le joueur doit apprendre comment drifter. On lui communique pas l'information. Puis c'est Mais, c'est surtout que ça te permet pas juste de faire un meilleur score, c'est juste pour finir le jeu de ouais, on est base. d'accord. Mais tu vois, c'est un peu, bah, en fait, c'est un peu pareil dans tous les arcade racers en fait, de manière générale. Je pense que c'est aussi parce qu'à l'époque, c'était pas mal un truc d'initiés, de gens qui aimaient déjà un peu la voiture de manière générale. Tu sais, c'est un peu comme Daytona ou ce genre de truc là. Si tu connais pas la technique la technique du changement de vitesse pour ralentir et faire tes drifts, bah, tu seras beaucoup moins efficient et je sais pas si tu arriveras à finir le jeu. Je sais, c'est un peu, je pense qu'il y a un peu de ça aussi et ça permettait aussi d'arriver et de dire bon bah voilà, comment dire, les gens étaient beaucoup plus, je pense aussi communicatifs là-dessus. Outrun 2 est arrivé un peu comme au moment où chez nous l'arcade était morte quoi. Ça a commencé à crever quoi. C'était vraiment genre le début des consoles de salon 3D avec la PS2. Donc il arrivait un peu en même temps que la PS2 quoi globalement. Donc c'était la deuxième console de salon 3D qui arrivait et qui faisait crever un peu l'arcade. Donc je pense que il est arrivé un peu au mauvais moment, mais il y avait ce truc-là avant de communication autour des jeux et quand tu es à l'arcade et aussi de simplement bah, t'y viens parce que tu es un peu initié au truc. Je pense qu'il y a ce délire-là qu'on a un peu moins aujourd'hui. Et c'est vrai que ça reste un défaut du jeu. Hein. Je pense que dans le contexte, Ouais. ça a moins impacté les gens. Ouais, c'est sûr. Mais après, nous, on arrive des années plus tard, puis on est un peu paumés. Mais bon, Ouais. hein, heureusement, Valentin était là pour nous l'expliquer. Mais une fois que ça c'est dit, comment vous trouvez cet input pour faire la drift? Comment vous trouvez ça, genre, la sensation de faire ça, puis comme approche à la drift? Ouais. Alors, Il faut savoir qu'il y a deux façons de drifter. Ah oui, oui. Ok. Ben, on va commencer par Ça, on en parlera la peut-être. classique. La classique, on est en mode automatique. Petit coup de frein, gros coup de volant, et hop, on se met à drifter. Moi, je vais vous dire, la sensation là, de ça, elle est malade. Surtout quand tu es dans la borne. Je veux dire, juste l'expérience de la borne, c'est haletant. C'est tellement immersif. Quand j'étais transporté déjà dans Outrun, j'avais les mêmes sensations que si j'étais... presque les mêmes sensations que si j'avais un casque de VR sur la tête. C'est genre, mais j'ai juste un jeu
un jeu en 3D de 2002 devant moi, puis j'ai un volant, mais c'est tellement immersif comme sensation. Puis du coup, quand tu fais de la drift, quand tu réussis à faire ta drift, déjà, tu la fais pas aussi facilement que de freiner puis d'accélérer en même temps. Non, tu as toute une manip, puis quand tu réussis à tout prendre ton virage comme il faut, là, moi, je gueulais, hein. Ah ouais, vous êtes témoin de ça. Mais oui, je trouve ça haletant. Comment vous avez trouvé ça? Comment vous avez vécu ça? Bah, moi, vachement cool. Hein. Ça, c'est un truc que t'évoques, du coup, c'est la borne. Et là, donc, comme tu l'évoquais, il y a le volant. On a 2 pédales, c'est ça? Frein et accélérateur. Frein, c'est ça. pédale, voilà, accélérateur, frein et la boîte de vitesse. Et le volant, en fait, a un retour. Oui. Je sais pas si on. Retour optique, hein. Voilà, je sais pas si haptique, c'est le mot qu'on utilise ou pas pour ce Bah, sujet-là. ça vibre. Ça Mais, fait- ça vibre et il y a une adhérence un peu. Ouais, Il bloque et tu dois contrebraquer, c'est pas. Techniquement, je sais pas si c'est optique, mais ça file optique en maudit. Moi, je trouvais Ouais. ça très tactile. Hein. Il y a de la résistance dans le volant quand tu tournes et il y a de la vibration et tout. Ouais. C'est ça, et du coup, je trouve que c'est beaucoup les sensations de la borne qui jouent. Parce que, comme on en parlait, on a joué la version PS2 aussi. Et c'est très cool hein, à jouer sur PS2, il y a pas de souci. Mais il n'y a pas cette sensation, effectivement, de contrôle du véhicule qui est de la même manière. Ce côté, vraiment, tu te sens un peu plus, comme tu disais, comme une expérience VR où tu es très dans le truc, quoi. Tu sens. Je veux pas utiliser le terme immergé parce que c'est pas tout à fait ça. T'es plus en contrôle du véhicule, enfin tu te sens plus avec. Et donc la borne, il fait pour beaucoup, je trouve, à ce système. La borne, plus la vitesse du tout, plus l'ambiance, genre toute l'expérience en front, c'est quelque chose qui te rive à l'écran. T'as aussi un truc tout bête, c'est que quand t'es dans la borne, en fait, t'es couché et tu regardes un peu au-dessus de toi. Ouais. Et je pense que ça joue beaucoup aussi dans ce sentiment Ouais, d'être pour ça, vraiment ouais. assis et d'être un peu plus dans la voiture, tu sais, le positionnement que t'as. Et je pense qu'il y a un truc que l'arcade, en fait, on a perdu en laissant tomber l'arcade, que Nintendo essaie de ramener un peu que la Wii, qu'il y a quelques trucs, mais en fait, c'est de créer des contrôleurs adaptés à ton jeu, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a tous un contrôleur classique qui est une manette Xbox ou PS ou PlayStation, et en fait, bah, l'idée c'est que ton jeu il a toujours les mêmes touches. C'est-à-dire que tu joues à un shooter, tu auras toujours les mêmes touches pour tirer. Tu vois, c'est globalement, généralement très standardisé, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça permet des jeux qui sont plutôt qualitatifs, mais du coup, c'est vrai qu'on a du coup très peu de schémas de contrôle un peu différents qui nous font vivre des trucs un peu différents. Je me rappelle, moi, j'aurais jamais joué à la borne en tant que telle. C'est un jeu de tractopelle qui s'appelle Power Shovel. Et en fait, alors tu peux y jouer à la manette, et déjà même rien que pour la manette, les contrôles sont vraiment cool. Parce que les contrôles sont vraiment très robotiques. En fait, tu contrôles vraiment chaque partie de ta tractopelle avec chaque partie de ta manette. Mais ils avaient carrément fait, tu avais une version collector sur PS1, hein, donc ça date, hein, avec du coup un vrai contrôleur de tractopelle que tu pouvais foutre chez toi, que tu pouvais brancher à ta PS1 et jouer. Et tu vois, ça, on a un peu perdu ce truc-là aujourd'hui. Mais ça s'est perdu, mais ironiquement parlant, je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs de course qui, à ce jour, achètent des volants. Oui. Des volants Oui. de course pour jouer à Ou Forza. pour les jeux d'avion aussi, Les joysticks? Ouais. Ouais. Même certains, je pense que même, genre, faut vraiment être fan, là, mais genre, je crois qu'il y avait certains jeux des gens qui jouaient à des jeux de mecha ou de. Oui, il y en a un particulièrement. Avec des joysticks, ouais, c'est ça. Alors, je sais plus le nom en tête, mais il y a un jeu de mecha des années 2000 où les mecs, ils ont une installation gigantesque devant eux pour jouer comme si c'était vraiment dans le mecha. Ouais. Et j'avais vu une vidéo il y a pas longtemps, c'est des mecs qui faisaient une LAN de jeu et ils avaient tous leur installation comme ça. Wow, Les trucs qui prenaient la taille du bureau, c'était très drôle. Mais ouais. Le truc drôle, c'est que c'est un peu plus lié aujourd'hui au genre simulation. Ouais. Alors que l'arcade, Oui. c'est presque un peu la philosophie opposée, quoi. Alors que, genre, en Tron, moi, c'est avec le volant, mais c'est 15 fois mieux que ce soit pas une simulation. Moi, je trouve ça malade. J'ai l'impression de piloter un truc de course qui va. Qui va super vite, quoi, genre, c'est ultra jouissif. Je pense que jamais je pourrais m'amuser autant avec un jeu de simulation avec le volant. Mais parce que justement, comme on disait, le volant, là pour le coup, il a été pensé pour le jeu par rapport à son adhérence à ces trucs comme ça. Qui est un volant classique qu'on achèterait qui doit être compatible avec tout plein de jeux. Il est un peu plus fixe, il s'adapte aux voitures. En fait, il doit pouvoir s'adapter un peu à tout type de voiture, à tout type de jeu. Alors que là, vraiment, oui, le volant et son contrôleur est très spécifique pour être joué avec Outrun 2 et Outrun 2 presque seulement, quoi. Puis je pense qu'il n'y a pas que le matos, il y a aussi le jeu en tant que tel. Par exemple, quand tu drifts, enfin, de toute façon, je ne sais pas si vous avez vraiment fait gaffe, mais quand tu joues au jeu, chaque fois que tu as un virage un peu prononcé, en fait, le circuit, il est penché et tu vois les trucs en fait un peu en Ouais, contre-plongée. Tu as ce délire vraiment un peu, en fait, tu as l'impression d'être dans une sorte de spirale un peu. C'est pas une déformation par la vitesse, c'est naturellement comme ça.
Mais du coup, en fait, ça donne un effet de déformation par la vitesse qui rajoute encore plus à ça. Et puis, un autre truc aussi, c'est que quand tu drifts dans Outrun 2, le jeu te garde dans le virage, alors que physiquement parlant, tu devrais aller tout droit et sortir du virage. Mais en fait, dès que tu commences un drift, et ben en fait, le jeu te fait prendre une courbe complètement irréaliste, mais qui du coup te donne cette impression de tourner à une vitesse de malade Ouais. et de faire un virage extrêmement. Tu vois, je pense que dans Outrun, il y a des moments où on fait littéralement des 720 degrés sans s'en rendre compte. Parce qu'en fait, genre vraiment, en fait, le truc, il tourne beaucoup, mais il tourne énormément. Mais en fait, le jeu donne à ta voiture vraiment une vitesse de rotation dès que tu commences le drift qui est malade mentale. Si vous essayez de juste tourner sans drifter, en fait, vous allez aller tout droit. Et en fait, vraiment, le fait de drifter donne à votre voiture une sorte d'aspiration dans le virage qui est vraiment très particulière, en fait. Et du coup, vous sortez pas du virage parce que vous êtes en drift, mais en même temps, alors vous pouvez quand même sortir, hein, mais je veux dire, globalement, quand vous commencez le drift, vous êtes vraiment genre, vous suivez la courbe du virage. Même si ça paraît absolument improbable réalistiquement et physiquement parlant. Quoi. Oui, le jeu, mais un peu comme sur un rail, le Ouais. temps d'un instant, sur une sorte de rail un peu invisible, Ouais. le temps où tu es dans le virage, pour t'aider un peu à avoir du contrôle. Enfin, oui, c'est une sensation un peu particulière. Ça mais donne un peu, je trouve, cet effet waouh, justement. Oui. Donc on est d'accord que le feeling, il est, surtout dans la borne, il est très cool. Oui, puis t'as les bruitages qui jouent aussi un peu sur ce truc aussi, le côté sonore, le son de ton véhicule qui dérape et tout. La musique, elle est chill. Et genre, tu pourrais écouter cette musique, genre, pour relaxer sur le bord de la piscine, sur le bord de la plage et Oui. tout. C'est super apaisant, donc c'est un drôle de truc, mais ça donne une vibe. Non seulement que déjà le jeu, il feel good à jouer, mais la vibe du jeu en tant que tel, elle est feel good. Il me semble avoir lu quelque part que Suzuki disait qu'en fait, Outrun n'était pas un jeu de course, c'est un jeu de trafic en fait. C'est un jeu où tu roules sur une route. Mais ouais, il y a ce truc un peu feel good de on part à la plage, on va en vacances. C'est absolument pas de la course simulation, c'est pas non plus de l'arcade racer ou en mode on est sur des circuits ou alors sur des routes sur des routes avec avec des trajectoires qu'on connaît bien et tout. Non, c'est vraiment genre tu pars en vacances dans des environnements naturels qui sont certes très surréalistes dans leur composition, mais c'est des environnements naturels. Tu vois, tu passes des fois dans la ville, tu vois, mais je veux dire, c'est généralement des environnements genre t'es en passage, et après tu vas ailleurs. C'est un peu le sentiment de road trip. Je pense que tu le définis bien avec ce mot, Fred. Je crois que Yu Suzuki a dit qu'il avait fait un peu un voyage en Europe pour ça, que c'était un peu une sorte de traversée, effectivement, Outrun 2. Ouais. Enfin, Outrun premier, pardon, plutôt. Du coup, on commence tous au même endroit. On commence à Palm Beach. Exact. Donc, sur le bord de la plage, et c'est beau, et il n'y a pas beaucoup de drift, et c'est pas très compliqué. Et là, on est soumis à un dilemme. Un dilemme où on t'aide, puisque tu as une petite Ouais. flèche pour, comme tu arrives à la fin de... Un dilemme où on te dit clairement lequel des chemins est le plus facile Ouais. et puis lequel est le plus difficile. En gros, le C'est jeu, important à savoir. ouais, hein. le jeu te dit, dès que tu vas à gauche, c'est plus simple. Ça sera toujours plus simple quand tu vas à gauche. Et t'en conclus qu'à droite, ce sera plus difficile. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est un premier embranchement, puis après ça, qui va te mener vers deux biomes. Il va en avoir un qui va être un peu plus facile, un peu plus difficile, puis ça va être un paysage complètement différent. Donc, si on commence à la plage, après ça, on a le choix soit aller dans les lacs ou encore dans les Alpes. Après ça, à partir de ces deux chemins-là, il y a trois chemins possibles, dans un château, dans une forêt de conifères boréales et dans un désert. Et après ça, après ça, ça se décuple encore pour à la fin qu'il y ait genre quelque chose comme cinq Circuits différents. cinq circuits. Stage, ouais. Ouais, c'est plus des stages, pas ouais, des circuits. C'est hein, un peu des ça. stages, ouais. Ouais, c'est donc du coup c'est comme une sorte de progression arborescente. En gros, c'est plus un système de tout à gauche. C'est combien? C'est 4 fois à gauche la route la plus facile. 3 fois à gauche, une fois à droite la route un peu plus un peu plus difficile. Et en fait, ensuite tu déclines, tu fais 2 fois à droite, 2 fois à gauche, 3 fois à droite, une fois à gauche. Bref, en gros, c'est un système de
du nombre de fois où tu vas à gauche et du nombre de fois où tu vas à droite. Mais Je peu me suis un peu importe perdu, l'ordre, ouais, c'est ça. C'est ça, Et et du peu coup, tu importe peux, l'ordre. tu peux vraiment en fait choisir, bah, ah, ce niveau je l'aime pas, je vais le zapper, je vais aller ailleurs. C'est Tu ça. peux faire ça si tu veux. C'est possible, ouais. Sauf du coup pour les deux extrêmes, le plus Ouais. facile et le plus dur. Pour être C'est des ça. extrêmes, t'es obligé de faire tout à gauche ou tout à droite. Mais un autre truc aussi qui est important, je pense, dans le système de progression d'Outrun, qu'on note pas forcément comme ça, c'est que c'est pas des circuits, c'est-à-dire qu'on fait pas des tours. En fait, c'est une ligne droite, c'est tout le temps une ligne droite. Il n'y a pas de circuit où on fait un tour et à la fin on recommence le même tour, ou alors on fait un tour et on passe au jeu. C'est vraiment genre juste des lignes droites constantes. Mm. Il n'y a pas de question de tour, quoi. Et c'est pour ça que je crois que le jeu, dans ses menus, appelle ça vraiment des stages, il me semble, Ouais. me souvenir. Ouais. Alors, petit truc qu'on n'a pas précisé, c'est un time attack. Ah oui, oui, ça, c'est super le mode important, principal. Donc, on a un timer qui bah, découle, Ouais. tout simplement. Je crois que c'est 99 secondes au tout début. Ouais, et en fait, à chaque fois qu'on prend un embranchement, le timer se Voilà, il remonte se remonte genre un peu. de 60 secondes, quelque chose comme ça, je crois que c'est une valeur fixe. Et le but, c'est d'arriver à la fin du dernier stage en n'ayant pas perdu, en n'ayant pas le compteur qui arrive Ouais, à zéro. c'est ça. Et donc, si le compteur arrive à zéro, notre copine nous frappe et elle nous fait Oh zut, on n'est pas arrivé. Et elle nous donne des petits coups de poing. Mais il y a un côté un peu, quitte à se chaud sur les animations maintenant, ça fait partie un peu de la vibe feel good. T'es vraiment sur le mec qui est dans sa voiture, il a le bras gauche qui est sur la portière, il a la main droite qui est sur le volant, il y a sa copine qui est sur le côté, et quand tu fais un truc bien, un petit cœur, et elle te fait ouais, youpi, ou je sais plus quoi. Et si ça va pas bien, elle te frappe et oh, c'est bien. Oh ouais, qu'est-ce que tu fais là? Quand tu te craches, ouais, c'est ça, tu te fais bien engueuler quand tu te craches. Ouais. Mais c'est drôle parce que ça fait des drôles d'animation parce que des fois, justement, elle t'encourage parce que tu as fait un bon coup. Mais juste après que tu aies fait un bon coup, mettons, tu encastres une pauvre voiture de quelqu'un d'innocent qui va être catapulté hors de la route. Puis elle a pas fini son animation de te féliciter. Donc elle est super contente que tu viennes de tuer un pauvre père de famille là, qui rentrait chez lui le Toi, soir. tu viens de faire un tonneau très particulier, d'ailleurs, l'animation du tonneau quand tu te craches. Mais oui, c'est. Mais c'est toujours léger, c'est toujours dans une C'est vibe légère, puis rigolote. Il n'y a pas de grands enjeux dans ça. Hein? C'est pour ça que je trouve le jeu il fait vraiment estival, il fait toujours beau dans notre. Je crois pas qu'il y ait de pluie, de souvenir, peut-être un peu dans. Ouais, peut-être dans certains Dans stades. la Il y a forêt, un peu peut-être. de brouillard, je crois, Il dans y a, les il y maps. a un là. petit peu de brouillard, mais globalement il fait beau, on est en plein jour. La musique, effectivement, elle a un côté très feel good. Les animations, ça te montre que t'es là, t'es accoudé Pleinement en confiance. pleinement en confiance. T'es avec ta copine, t'as envie de rouler vite, t'as envie de faire des drifts. Et le jeu, voilà, tu étais à la salle d'arcade avec tes potes et t'es très content. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté très. Ouais, je trouve un peu le jeu estival à ce Ouais. niveau-là. Il n'y a pas d'histoire, à quoi que, tout dépendant de la fin, puis je pense tout dépendant du score, peut-être. En fait, Il y a une c'est petite cinématique. ouais, une oui. cinématique de fin, mais c'est généralement plus un gag qu'autre chose. Oui, oui, c'est toujours des blagues. Mettons, le mec, le BG, il vient d'arriver et tout. Puis pendant qu'il y a les crédits qui sont en train de rouler, il va y avoir, genre, je sais pas, tu sais, une espèce de tête, de statue de l'île de Pâques qui va commencer à pourchasser le mec ou quoi que ce soit, puis à courir en rond. Donc, oui. Côté narration, on est très léger, donc vous en faites pas. Ce point-là, ben, je pense qu'on n'a plus grand-chose à dire là-dessus, non? Non, Ouais, non. c'est- Mais d'ailleurs, un truc, bah, je trouve que ce que la narration, même de manière générale, le système de progression permet aussi, ce qui est cool, c'est d'éviter un trope de design des jeux d'arcade de course récents. Je pense, là, typiquement, en tête, j'ai Speed Driver 5, qui est une borne assez d'arcade de course qu'on retrouve un peu dans les bowling et trucs comme ça. J'ai vu quelques fois. C'est que, et même dans certains jeux d'arcade racer console récents, je pense là en tête Hot Shot Racing, c'est que comme t'as pas vraiment de concurrence, c'est pas de la course en tant que telle, tu vois, c'est un time attack. T'as pas tous les défauts de ces jeux-là. Le premier qui me vient en tête, c'est tout ce qui est rubber banding, en fait. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est le fait que dans les jeux de course, quand tu joues en fait, à un jeu de course, tes concurrents, donc les autres voitures qui font la course avec toi, leur IA a un programme qu'on appelle le rubber banding, en fait, qui fait que si elles sont trop loin devant toi, elles vont ralentir leur vitesse maximum pour que tu puisses les rattraper. Et si elles sont trop loin derrière toi, elles vont accélérer leur vitesse maximum pour qu'elles puissent te rattraper. Et en fait, c'est un système qui est fait pour à ce que tu sois toujours en course avec tes concurrents et que du coup, en fait, tu aies toujours une sorte de tension qui se crée. Mais en fait, c'est un peu dommage parce que, bah, en C'est fait, artificiel déjà. c'est ultra artificiel. Et en fait, notamment Speed Driver 5, tu le remarques, mais en une partie ou deux parties, tu fais OK, il y a du rubber banding à foison.
En fait, tu vois les voitures qui ralentissent en fait, quand t'es derrière, tu te prends tous les murs et les voitures elles sont juste devant toi alors qu'elles se prennent aucun mur, enfin, ça n'a aucun sens. Mais c'est artificiel et surtout en fait ça dévalue complètement tes échecs, genre les virages ratés, et ça dévalue aussi complètement tes victoires. Genre Hot Shot Racing c'est le pire pour ça. Hot Shot Racing c'est un jeu, t'as une mécanique de boost, donc c'est de la nitro, ok, que tu peux consommer et qui te fait aller beaucoup plus vite. Et bah dans Hot Shot Racing quand tu bouffes la nitro, tes ennemis qui sont juste derrière toi qui te talonnent, ils ne utilisent pas de nitro, mais ils vont quand même à la même vitesse que toi à cause du reverbending, tu vois. But I'll boost here, and then in a matter of seconds, I'm sure these cars will catch right back up to me. It's just Du coup en fait la nitro n'a plus aucun intérêt, elle ne sert que en time attack quoi. Bah, Et, là, on a un tout petit peu une présence de rivaux dans Mais- F2, mais je crois pas qu'ils aient ce syndrome GP. Non, ils l'ont pas du tout en fait, parce que alors en effet, il y a ça, et il y a du trafic dans Outrun, il y a plein de voitures et il y a tes rivaux. Mais en fait, ces voitures-là, elles servent à deux choses. Elles servent à créer des obstacles sur la route pour que tu puisses pas aller simplement tout droit, en fait, et à vraiment te pousser notamment à repenser tes courbes, parce que des fois, tu as des voitures qui vont bloquer la courbe optimale. Tu te dis, bon, bah, faut que je me mette un peu plus sur la droite ou sur la gauche, faut que je rentre un peu plus à l'intérieur du virage, tant pis. Mais elles te servent aussi à choper de l'aspiration, ce qu'on appelle le slipstream. Oui. Et en fait, c'est un petit risque reward en mode, bah, si tu es derrière une voiture, tu vas choper de l'accélération bonus, tu pourras même dépasser ta vitesse maximum. Oui. Tu pourras avoir plus, enfin, tu vas accélérer plus vite et tu pourras même dépasser je crois, ta vitesse max. Et en fait, bah, du coup, le but, c'est d'essayer de passer d'une voiture. Quand tu arrives juste derrière le cul d'une voiture, pardonnez-moi de l'expression, bah, passer à l'autre cul d'une autre voiture et pour pouvoir en fait jongler entre les voitures. Et tu as notamment des rivaux qui vont plus vite que les voitures traditionnelles et qui du coup tu pourras milquer, j'ai envie de dire, choper le slipstream pendant plus longtemps. Quoi. C'est ça, les rivaux. Mais du coup ils ont pas de rubber banding et ça marche bien quoi. Les rivaux, ils servent à rien d'autre qu'ils sont des accessoires pour toi en fait. Ils sont des accessoires pour te permettre d'aller plus vite. Et pour le score aussi. Pour le score, Oui, c'est vrai, parce que chaque fois que tu dépasses une voiture, ça augmente ton score. c'est ça. Et du coup, le jeu, c'est un time attack, mais évidemment, on est en arcade, donc il y a du score aussi. Il faut réaliser le meilleur temps, mais du coup, bah, le temps bonus te donne du score, mais il y a aussi comment t'es... Je sais plus s'il y a un truc de risque en fonction de comment t'évites les véhicules et tout. Non, je crois que c'est juste je crois pas, le mais type de c'est, véhicule que tu doubles. Ouais. Genre les rivaux valent plus de points, un truc comme ça. Interruption de Valentin du montage numéro 2, parce que, encore une fois, je dis une connerie. En effet, la façon de doubler les voitures influe sur les points obtenus. En fait, quand vous doublez une voiture, normalement vous gagnez un certain nombre de points. Quand vous doublez une voiture quelques secondes maximum après avoir pris son aspiration, vous doublez le nombre de points. Donc vous voulez absolument prendre l'aspiration des voitures, notamment des rivaux qui valent beaucoup de points, et des bus et des camions qui valent aussi pas mal de points. Le truc, c'est que si vous touchez une voiture, même la frôler, vous faites une petite égratignure sur une voiture avant de la doubler, et ben vous n'allez pas multiplier vos points, vous allez les diviser par 2. Et donc il y a un risque récompense assez cool, où il faut s'approcher le plus près possible de la voiture pour la doubler, avec l'aspiration, mais il faut quand même ne pas la toucher, sinon on perd la majorité des points. Ça permet de recontextualiser beaucoup les virages, et notamment quand on commence à maîtriser le mode Outrun classique, ça permet de pousser le joueur encore plus loin dans sa maîtrise de ses trajectoires. Donc c'est un système de score très intéressant et très sympathique qui vous pousse à jouer de manière plus risquée pour gagner plus de points, donc c'est vraiment très cool. Voilà, on va pas trop en reparler, donc j'en parle vite fait ici. Voilà. Ben, en tout cas, dans tous les cas, moi, cette approche à la course où c'est ton rival, pas ton vrai rival, la personne contre qui tu joues, ben, c'est la route, en fait. Ça, c'est une approche au racing qu'on voit pas tant souvent que ça. Et ce serait presque un peu Trackmania, entre guillemets, Ouais. qui serait un peu dans ce style, c'est la route... Ou encore, ben, comme le Inertial Drift, hein? Oui. C'est un jeu qu'on joue en ce moment, on va le citer souvent. Du coup, moi, je trouve que au final, pour moi, personnellement, cette approche-là au jeu de course est plus intéressante. Moi, justement, dans Mario Kart, ben, je veux dire, on est tous... Le mode de jeu le plus populaire, c'est le mode de jeu où il y a tout le monde qui est sur la route et tout, puis c'est compétitif ou quoi que ce soit. Mais quand on s'intéresse vraiment aux mécaniques de Mario Kart, puis à comment le jeu joue, puis à comment les tracks fonctionnent, les gens qui sont les plus hardcore dans Mario Kart, ils sont dans le mode Time Trials, où ils jouent contre des fantômes, puis ils découvrent des nouvelles techniques de boost pour essayer d'aller le plus vite possible, ils apprennent la route par cœur, puis c'est là que le vrai fun, puis le vrai méta du jeu est, en fait. C'est dans beaucoup de jeux de course ça quand même, le fait de jouer en time trial. Oui, ben, dans quasiment tous les jeux de course. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'est... Mais très peu sont designés autour du time trial. En fait. C'est vrai. Bah là, c'est complètement le cas. Ouais, c'est ça. Et le truc qui est cool, c'est que du coup, ça... Alors, s'il y a du grand spectacle, clairement, mais c'est pas comme les jeux de course arcade modernes,
où c'est que du grand spectacle. C'est-à-dire que tu vois, genre à Outrun, il y a quand même, bah, tu dois prendre tes virages, tu vois. Genre t'as pas l'IA qui va t'attendre parce que tu t'es foiré, tu vois. Genre le timer, il défile quoi qu'il arrive. Et je trouve que ça donne un peu plus de constance et de consistance et enfin, quand t'as une victoire, tu vois, t'es allé la chercher, tu vois. Oui, oui. C'est vraiment Speed Driver, je me rappelle la deuxième course que je fais de Speed Driver 5, c'est t'arrives, je me prends tous les murs parce que je connais pas le circuit et que je suis encore nul au jeu. Et, euh, et genre je vois l'IA qui m'attend devant la ligne quasiment, je roule, on est en dernière ligne droite devant la ligne, et je le double juste avant la ligne, et je me dis bah ouais, parce qu'en fait c'est l'IA qui m'a laissé gagner, tu vois. Ouais. Et t'as pas ce sentiment c'est un peu l'avantage là, du time attack, c'est que t'as pas ce sentiment bah, que le jeu il t'a fait bah tiens vas-y prends ta victoire, tu vois. Et du coup c'est quand tu arrives à faire un drift c'est cool parce que bah, le ressenti avec le volant est cool, parce que visuellement c'est cool, mais aussi parce que t'es content d'avoir fait un truc, genre, tu vois t'es content de ta victoire, tu vois ce que je veux dire. Oui, vraiment, ça, c'est un truc que j'ai vécu de ouf, là, genre, dans la borne d'arcade, là, quand j'ai réussi à passer juste le chemin facile, quand j'ai réussi à l'avoir pour la première fois, j'ai sauté dans mon siège, je crois, hein. J'étais tellement content, là, parce qu'en effet, c'est 100% toi qui gagne Ouais. à ce moment-là. Ça, c'est vrai que c'est ultra satisfaisant. Puis tu sens vraiment la progression, parce que nous, pour le chemin 1, on a mis au moins une bonne heure, facile. Ouais, plus. ça prend du temps, hein. C'est pas c'est après, le temps de s'habituer aux mécaniques. Ouais. C'est tout un jeu, justement, un buzzword de game design, mais c'est de la comment on appelle ça, des internal, non, attends. Ouais, c'est de la progression interne. Progression, c'est Ah oui. 100% de la progression interne. Mm. Puis, Ah oui, t'as zéro progression externe, de toute façon c'est un jeu d'arcade, donc ouais, ouais. pas de power-ups, pas de level up, rien de ça. 100% toi qui es responsable de ta victoire. Donc oui, il y a vraiment ce côté où t'apprends à faire le drift. C'est pas évident au début, tu mets un bon moment à le maîtriser, et notamment là, chaque seconde de progression que tu gagnes au niveau du timer, tu le sens véritablement, surtout quand t'arrives proche de la fin, comme toi ou moi, qui juste devant la ligne d'arrivée, tu vois le timer qui arrive à 0. Ouais, ça c'est la réalité du time attack, hein. Je voulais le dire tout à l'heure, puis tu fais bien de le dire. La réalité du time attack, c'est qu'il va y avoir des moments où est-ce que tu vas être à côté de la ligne d'arrivée et le timer sera à 0. Et tu vas voir la jolie jauge à la fin, qui te Ouais. dit 99% pour le Ouais. dernier stage, et tu fais ouais, je sais, je suis au courant. 99%, puis là tu vois de la voiture et ça montre tout le parcours que t'as fait, puis t'es genre collé au point de la fin, t'es comme ah oui, moi ça m'est arrivé quelques fois. Ça nous est arrivé, ouais. Genre à la toute fin d'être vraiment genre collé à la ligne d'arrivée, puis ben le timer est fini, buddy, recommence. C'était comme Toi, t'es accroché à ton siège, t'appuies sur un pédale encore plus fort en disant ne sait-on jamais, c'est ça, ça va ouais, me c'est permettre ça. de grappiller un peu de vitesse. Alors que non, Fraction c'est de mort. seconde. Après, le jeu reste cool quand même là-dessus, parce que si t'es à 0 seconde mais que t'as encore de la vitesse, il va attendre que ta voiture s'arrête complètement. Et donc, si tu passes, passes un truc alors qu'il y a 0 et que tu le passes, et ben ça te remet du timer. Ouais, je pense que c'est les 0, tu sais, t'as le Ouais. 0,99. Je crois qu'il te le compte comme ça. Mais ta voiture, elle ralentit, je crois, quand t'arrives à 0, Oui, vraiment. quand t'arrives à 0, elle ralentit. Ouais. Mais si jamais tu passes un truc pendant qu'elle ralentit, Pardon. ça te Oui, remet mais du timer. Je trouve qu'elle, tu sais, elle ralentit pas de manière naturelle où tu Ouais. te dis, ah ça y est, c'est vraiment, elle pile un peu d'un coup, et tu fais, ah, j'étais vraiment devant la ligne, quoi, sérieux. Tu pouvais pas, genre, finir ton animation à 2 cm après. Après, après genre, c'est chiant, mais c'est hilarant. C'est aussi. hilarant. Surtout quand t'es avec des potes. C'est ça. Parce que tu peux gueuler à tes potes, disant non, merde, regardez, je suis à côté de la ligne, Puis c'est pas Tu possible. sais, quand on est deux autres à regarder, par Ouais. exemple, sur un de nous fait, et tu fais, oh ça y est, il va l'avoir. Et puis non, genre là, tout le monde a la frustration ultime de se dire, ah non, vraiment, on pensait que cette fois, Fred, t'allais y arriver. Ouais, non, mais par contre, moi, je pense que la première fois, peut-être la seule fois que j'ai réussi le chemin hard, le chemin eh bien, je crois que justement, j'ai réussi à le passer, puis il me restait 0 secondes. Là, pour le coup, là, c'était vraiment. Puis là, le sentiment de victoire à ce moment-là, genre, d'être à 0 secondes à la toute fin, puis de dire, hey, j'ai vaincu R32, là, quel truc de malade. Et après, quand tu arrives, en voyant que cette fois-ci, t'avais 10 secondes d'avance, tu fais, ah, ben j'ai vachement progressé. Eh oui. Ah oui, ça oui, justement, ce sentiment-là de constamment progresser, ça c'est quelque chose qui est super satisfaisant. Hein, c'est à la mode de nos jours avec les Sekiro puis les jeux difficiles. On a dit comme qu'on ça. n'en parlait pas cette fois, c'est J'ai pour ça que j'ai dit- rien cité. J'ai dit Sekiro, j'ai pas dit l'autre. Ouais, parce que dans le J'ai dernier dit- podcast, tu me dis, on pourrait peut-être faire sans parler de ça. Donc, Ouais, mais j'ai pas dit le jeu dont on pense tous. J'ai dit Sekiro. J'ai fait très Très attention. exprès, très attention de dire Sekiro. Mais bref,
Justement, c'est un jeu... ok, dans Sekiro, par exemple, un jeu comme Sekiro, c'est un jeu qui dure 50 heures, qui est très bon. Hein? Sauf que, justement, ce sentiment-là de progression, tu vas le ressentir sur le long terme, alors que dans Outrun 2, si tu joues 1 heure, tu vas avoir l'impression d'avoir progressé énormément, genre. Donc, c'est comme un peu cette expérience-là de progression... de progression interne, de satisfaction de devenir meilleur, de connaître les virages, de connaître Le circuit, ouais. de connaître le circuit. C'est genre ça, mais condensé, vu que le jeu, justement, il se fait sur des parties de 5 minutes. Donc, pour celles et ceux qui genre, aiment ce genre de nouvelles expériences un peu difficiles, je pense que bon, on peut jouer à Outrun. Déjà, je pense qu'Outrun est un peu plus, va peut-être moins te botter le cul que Sekiro en général. Le jeu est pas si difficile. Non, que non, ça. ouais, pas tant que Et ça. Hein. il y a un peu de... Alors, je saurais pas l'affirmer à 100%, je sais pas si vous l'avez ressenti. Il y a une légère part d'aléatoire, je crois, sur le placement des véhicules du trafic. Oui. Ah bon? On est d'accord, ouais. Ça, je sais pas certain. Il y a certains virages où, en fait, je le prenais comme d'habitude. Et d'un coup, je me rendais compte qu'il y avait un camion qui était en plein milieu. Et j'étais un peu en panique en me disant, ah ouais, mais je fais quoi cette fois? Le trafic est pas le même. Alors je sais pas si c'est comme dans les premiers Outrun, je pense pas, parce que les premiers Outrun c'était des prédispositions déjà pensées, enfin déjà faites à l'avance, et ça sélectionnait une prédisposition. Là je pense que c'est un peu plus aléatoire de manière générale, mais oui, en effet, le trafic est pas toujours le même, ouais. Bon, on peut pas vraiment parler de l'histoire de Outrun parce qu'il n'y en a pas. Cependant, on peut parler un peu de l'histoire, pas de Outrun, mais de l'histoire d'un autre jeu qui s'appelle Shenmue. Shenmue! Pourquoi parler de Shenmue? C'est quoi le lien entre Shenmue, un jeu où genre t'es en train de chercher des gens dans leur maison puis finalement ils sont pas là parce qu'ils sont couchés, hein? Avec un jeu de course super nerveux, c'est quoi le lien entre ces deux jeux-là, Valentin? Bah, c'est le créateur. Oui. Donc, c'est pas un peu étrange pour vous, pas étrange, mais c'est pas un peu spécial d'avoir un créateur qui fait, genre, à la fois un des jeux les plus rapides et dynamiques et, genre, nerveux, et en même temps qui fait un espèce de jeu contemplatif où tu vas aider des petites filles à trouver leurs jouets dans le village. Eh ben, je peux te répondre que non. Ça n'est pas étonnant, parce qu'en fait, du coup, j'ai regardé une interview de lui, et en fait, la manière dont il t'explique, tu fais, bah oui, non, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Donc c'est un monsieur qui a commencé dans les années 80 chez Sega. Le premier jeu que j'ai vu, c'était Champion Boxing. Alors, j'ai noté plusieurs jeux, j'ai noté que ceux que je connais, parce qu'en vrai, il y en a beaucoup plus. Il y en a pas mal qui me disaient pas grand-chose, pour être honnête. Champion Boxing qui arrive en 1983. Il y a Angon, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je voudrais pas affirmer à 100% ce que je veux dire, parce que j'en suis pas certain, mais Angon, parce que j'ai l'impression c'est le premier jeu qui a eu une cabine, enfin une borne d'arcade qui avait une forme liée au jeu. Donc il y avait une moto, parce que c'est un jeu de moto, et la borne d'arcade, tu montais littéralement sur une moto dessus. Et a priori, ça serait, je sais pas si c'est le premier, mais ce serait un des premiers en tout cas, qui a eu cette idée-là. Voilà, ensuite il y a eu Outrun en 86. Space Harrier. Donc oui. Puis c'était lui qui a fait Space Harrier aussi? Oui, exact. Space Harrier. Il y a Space Harrier, il y a Afterburner, il y a Virtua Racing et tout, mais un petit truc qui lie pas mal ce qui fait que Suzuki est assez connu, c'est les avancées technologiques en fait qu'il y a eu au niveau des jeux. Donc on parlait de la forme de la cabine. Il a fait Virtua Fighter, tu dis? Fait Virtua Fighter. Il a fait des trucs de ouf. Hein? Je viens après justement. Parce que en fait, Angon, si deux souvenirs, il y a lui, il y a Afterburner, il y a j'ai oublié celui qui était Space Harrier. Space Harrier. Ouais. L'une des particularités en fait, c'est qu'il avait créé de la profondeur, le jeu crée de la profondeur. Il y a le fait que les sprites en fait grossissent ou diminuent, je crois, suivant la distance à laquelle tu étais. Ouais. Il y a eu un système de rotation, je crois, des sprites qui s'est mis à partir de Afterburner, c'est ça? Oui, Afterburner, je crois que tu pouvais faire. Je crois qu'il y avait ce délire-là. Dans le 2, peut-être? Dans le 1, je sais plus. Peut-être, je crois que ça a été ça un peu l'avancée. J'ai un doute sur le jeu qui a fait ça. Et ensuite, il y a eu le passage à la 3D, donc avec effectivement Virtua Racing en 92, Virtua Fighter en 93, Virtua Cop en 94. Et Daytona aussi. Daytona, exact. Wow. Et il y a eu ensuite
en 99. Donc oui, là, tout ce on vous a cité juste avant, c'est de l'arcade. C'est de l'arcade, et surtout, c'est entre genre 85 et 93, 94, quoi. C'est ça. Donc c'est vraiment en très peu de temps. Donc en 10 ans, et là vraiment je vous en ai cité qu'une petite portion, hein, il y en a beaucoup plus. Donc Virtua Racing et tout, on disait c'est un peu la porte de la 3D. Et en 99 sort Shenmue, du coup, dont tu parlais, Fred. Donc Shenmue, effectivement, c'est un jeu où qui était un peu révolutionnaire dans sa manière de pouvoir interagir avec les objets. On pouvait ouvrir les tiroirs de sa chambre, il y a un système d'horaire, de jour, de nuit, de planning. Il y a beaucoup de choses qui ont été apportées par Shenmue. Mais donc pourquoi c'est pas si étonnant d'avoir le gars de Outrun, un jeu très rapide avec Shenmue? Et ben en fait, parce que comme il le disait, lui à l'époque, Shenmue il le conçoit comme un jeu qui fusionne beaucoup de genres. Et qui fusionne le jeu de combat, le jeu de véhicule et tout. Et en fait, lui dans l'interview que j'ai vue, il disait à l'époque c'était vu comme étant un peu tabou de mélanger les genres. Les gens ils disaient mais fais pas ça. Parce qu'en fait, tu vas pas pouvoir avoir la même rigueur sur tous tes gameplays que si tu le fais que sur un seul. Tu vois, le jeu de course, la Outrun, t'en parles, il est hyper bien ficelé parce que c'est le cœur du jeu et le jeu il est que sur ça. Mais il se mélange pas avec d'autres genres. Shenmue, on mélange plusieurs. Et on lui disait, mais attention, parce que, voilà, justement, t'auras pas ce même niveau de qualité. Et en fait, lui, il a dit, bah, après tout, pourquoi pas, pourquoi j'aurais pas le même niveau de qualité alors que j'ai fait un jeu de combat, Virtua Fighting. Bah oui. J'ai fait un jeu de véhicule puisqu'on peut, on peut conduire des Fenwick. Des dans Fenwick, Shenmue. Donc, il a fait un jeu de course, il a fait un jeu de combat. Bah, il s'est dit, mais en fait, si, je peux. Puisque j'ai les compétences, j'ai déjà fait plein de jeux avec des styles différents. Donc en fait, là, c'est juste un jeu où je vais fusionner un peu de tous ces trucs. Et en fait, pour lui, ça paraît limpide. Alors, effectivement, il y a eu un peu tous les ajouts ensuite technologiques. Mais lui, en tout cas, de la manière dont il explique, il fait bah non, c'est juste un mélange de genres que je connais déjà, donc je vois pas pourquoi ce serait moins bien fait que. C'est vrai, j'avais jamais conçu ça comme ça. C'est vrai que c'est une progression qui est super intéressante et qui a du sens. Mais je pense que c'est le produit final, en fait, ce mélange de tous ces genres-là. Puis l'attention, c'est une attention qui a été faite énormément au détail et au réalisme, surtout pour l'époque. C'est ça. Tu dis, c'est tellement le contraire de l'expérience arcade. Ça se rapproche de ce qu'on, genre justement du AAA à la Rockstar, à la Red Dead Redemption. Après, c'était le but. Parce que Shenmue, c'est un jeu qui est sorti que sur Dreamcast. Ouais. Enfin, à l'époque. Et c'était un jeu qui ne sortait pas sur arcade. C'était vraiment un jeu pensé pour la console. Il faut aussi se dire que là, c'était la fin de Sega en tant que constructeur de console. C'était un peu leur dernière cartouche, quoi. Shenmue, c'était Shenmue ou la mort, quoi. Et le truc, c'est que Sega a beaucoup, pendant très très longtemps, durant toute sa vie, en fait, de constructeur de console, une de ses grosses priorités, c'est de porter ces jeux d'arcade sur console. La Saturn, il y avait Daytona, il y avait Sega Rally, il y avait tous les trucs d'arcade, quoi. Et en fait, les quelques licences qu'ils avaient de console, genre Sonic, par exemple, Alex Kidd ou des trucs comme ça, ou Ristar, comme ça, en fait, c'est des jeux qui sortaient plus vraiment sur console. Ils avaient plus vraiment de licence console, quoi. Ils avaient Panzer Dragoon, mais Panzer Dragoon, c'est un jeu qui est complètement inspiré par l'arcade, enfin, tu vois. Donc, même s'il n'est pas sorti sur arcade, c'était un jeu qui était dans l'idéologie de l'arcade. Donc je pense aussi qu'ils se sont dit, en fait, je spécule complètement, hein, mais on a la Dreamcast, c'est cool, on a Crazy Taxi, bon, c'est un jeu d'arcade. C'est cool, mais on a Daytona, bon, c'est un jeu d'arcade. Enfin, tu vois, genre, on a Virtua Tennis, mais c'est un jeu d'arcade. Enfin, tu vois, genre, et du coup, pareil, Virtua Fighter, enfin, tous, quoi, en fait, tu vois. Et du coup, il en fallait des jeux console, quoi. Et des jeux qui étaient dans le moule console qui commençaient à se créer avec la PlayStation. Parce que la PlayStation, c'est ça, c'est un peu la première PlayStation, c'est la PlayStation 2, c'est un peu les consoles qui ont façonné le jeu solo qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a un peu de cette volonté-là aussi. D'ailleurs, on peut le voir, ce moment-là où ils ont fait Phantasy Star Online, bon, c'était un jeu en ligne, du coup, mais c'est un jeu qui fait beaucoup plus jeu console ou PC, tu vois, que jeu arcade. C'est clairement un jeu pensé pour une console. Un peu comme chez nous, je pense c'est un peu la volonté aussi de faire un jeu qui est avant tout un jeu console et pas seulement un jeu arcade, parce qu'ils ont bien vu que, en fait, genre, leur stratégie, l'arcade perdait en popularité, que la stratégie de porter les jeux arcade sur console, ça donnait plus ce côté prestige comme ça pouvait le faire dans les années 90, quoi. Tu vois, à ta console, genre la Neo Geo par exemple, pourquoi c'était cool, pourquoi c'était cher, pourquoi c'était la console de ouf, parce que en fait t'avais l'arcade chez toi, dans ta maison, tu vois. Ça c'était le prestige dans les années 90. Dans les années 2000, plus vraiment, quoi. Et même si Sega a été encore il y a assez peu de temps avant le Covid, un des derniers bastions de l'arcade, l'arcade commençait clairement à diminuer en impact dans le monde et du coup en coût de revient, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc de
ouais, si on fait une révolution technologique, ce sera pas sur arcade, quoi. Genre, ce sera plus sur arcade, en tout cas, tu vois. Ça sera Shenmue, quoi. Puis du coup, au niveau de la carrière de Yu Suzuki, justement, il y a eu Outrun 2, mais sur celui-là, il n'est que producteur. Oui. Pour le coup, il n'est pas directeur ou designer, il a un poste ok, un peu ouais. différent. Et c'est presque son dernier jeu arcade, parce que juste après ça, il y a eu, je l'ai noté, c'est Sega Race TV. Je l'ai vu vite fait, effectivement, en revoyant les images du jeu, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que ça me parle un peu. Qui avait été en 2008. Et en fait, après, il est passé que sur le mobile. Oui. Yu Suzuki, il a quasiment plus fait de jeux d'arcade. Enfin, il a plus fait de jeux d'arcade tout court. Et le dernier jeu de salon et console qu'il a fait, c'était Shenmue 3 qui a été financé en Kickstarter et qui est sorti en 2019. Ouais. Mais sinon, à part ça, il est que sur du mobile. Situation, Et, ouais. Il a fait, alors, il a fait un jeu mobile qu'il a porté sur console l'année dernière, qui est Air Twister. Ouais. Mais à part ça, mais à la base, c'est un jeu mobile, ouais. Mais c'est s'il y a Shenmue 3 et Air Twister qui l'a sorti sur console. Mais ouais, sinon. Je vais vous dire un truc moi, qui me fend un peu le cœur par rapport à Yu Suzuki. C'est que moi, bon, je suis pas un mec qui a été très connaisseur de Sega. Moi, j'ai toujours été plus Nintendo. Donc, les Shigeru Miyamoto, les Satoru Iwata, Reggie Fils-Aimé, je connais bien et tout. Mais genre, moi, comment j'ai été exposé, entre guillemets, pour la première fois à Yu Suzuki, c'était quand il a justement fait l'annonce qu'il voulait développer Shenmue 3. Puis il fait ça pendant la conférence Sony à l'E3. Puis il dit oh, je fais un Kickstarter. Déjà, c'est ridicule. C'est comme pourquoi c'est pas Sony qui te le finance son machin. Genre, je sais pas pourquoi Sony lui donne pas la thune. Il monte sur le stage tant qu'à faire. Payez-lui son jeu, les gars. Bref. Puis après ça, Shenmue 3, il est sorti. Puis il a clairement pas résonné avec les gens. C'était un peu Shenmue 3, c'était un peu la risée de l'époque. Probablement parce que je pense que certaines personnes trouvaient que c'était archaïque comme jeu. Puis que... Je pense qu'il lui a un peu fait défaut aussi, c'est comme Shenmue 1 et 2, c'est des grosses révolutions Ouais. technologiques. Shenmue 3, il a pas le même budget que les autres jeux, donc là pour le coup, alors j'y ai pas joué, mais de ce que j'ai vu, en fait, tu rejoues un peu pour le coup à la suite en fait Oui. d'un jeu le dernier Shenmue 2, c'est 2001. La suite d'un jeu de 2001, mais 18 ans plus tard. Ouais, c'est ça, t'attends 18 ans pour un jeu, puis au final, le jeu, il est pareil, il a pas changé, il a pas évolué en 20 ans ou presque. Puis après ça, le pire truc, c'est que il y a 18 ans qui se sont écoulés, presque 20 ans, puis le jeu, il finit pas, hein, il y a pas Ouais. de fin, quoi, genre. Donc les gens sont en mode, écoute, tu vas me faire encore attendre 20 ans pour le prochain. Puis du coup, à cause de ça, c'est très malheureux, mais genre, je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens qui sont moins renseignés, comme moi, par exemple, Yu Suzuki, c'est le guignol de Shenmue 3. Alors que quand tu réalises tout ce à quoi il a contribué, genre tous les jeux de malade qu'il a fait, des classiques, des grands classiques, tu dis, comment c'est possible? Je sais pas s'il y a d'autres développeurs qui ont fait autant de classiques que lui, peut-être. Je sais pas, mais lui, c'est impressionnant, quoi. Genre, c'est un mec qui est important. Puis genre, on peut juste espérer qu'il puisse refaire un truc. Il a quel âge? Lui, il travaille encore. Oui, soixantaine, je sais pas quel âge il a, mais peut-être plus. Je le Ouais. verrais plus vieux qu'un Shinji Mikami ou un qui sont déjà assez âgés. Mais oui, en fait c'est un autre gros nom. La dernière fois justement on parlait de Shinji Mikami, qui est un gros nom. A priori, pour moi tout le monde connaissait, mais en fait tu te rends compte que c'est un peu des noms qui commencent à disparaître. Et Yu Suzuki, je pense, c'est un peu un des premiers qui a disparu. Alors que c'est un gros nom. Moi j'en avais entendu parler quand j'étais gamin en fait. Avec Shenmue, c'était en découvrant Shenmue. Et après, j'avais effectivement entendu son nom plusieurs fois sur les Outrun, des trucs comme ça, parce que je m'intéressais un peu à l'évolution du jeu vidéo, aux choses comme ça. Mais effectivement, si c'est un gros nom qui est résonné à une époque par rapport à certains jeux, aujourd'hui, je pense que tu demandes à beaucoup de jeunes, notamment, les gens des années 2000, hein, encore une fois, eux, ils ont grandi, leur première console, c'était la PS4. Donc un jeu de Yu Suzuki, le seul auquel ils auraient pu être confrontés, c'est Shenmue 3. Ouais. En fait, à moins qu'ils aillent à celle d'arcade, même nous, c'est peu commun, il n'y a pas grand jeu en fait auquel ils ont été confrontés où ils peuvent se dire ah, ce jeu il est vachement bien, c'est qui? C'est Yu Suzuki. Non, ils sont pas retrouvés en fait face à cette. C'est triste. Mais c'est triste.
C'est triste, mais moi je suis content d'avoir fait Outrun 2 pour réaliser un peu, puis prendre conscience de tout le travail que Yu Suzuki, puis toute sa contribution aux jeux vidéo. En parlant de ça, justement, l'expérience arcade. Puis Valentin, tu disais tout à l'heure, t'arrêtais pas de dire à quel point l'arcade ça crevait, puis que c'était crevé, puis que c'était plus là, puis que c'était mort. C'est un langage un peu déprimant pour moi, ça, d'entendre ça, parce que c'est vrai, déjà. Bah, c'est une évolution. Après, en fait, c'est un peu comme tout. C'est une évolution, mais moi, je trouve que pour l'avoir vécu, genre avec vous, puis avoir osé mettre le pied dans la salle d'arcade, puis d'essayer, c'est une expérience qui, selon moi, est encore 100% valide, quoi. Genre, tu sais, c'est comme, même, tu sais, les cinémas, on va dire, les cinémas, ça va disparaître. Oui, certes, mais genre, Netflix peut pas remplacer d'être dans une grande salle, quoi. Genre, tu sais, même si tu y vas pas tout le temps au cinéma, tu sais, la même chose pour l'arcade. Ce serait bien de ramener ça un peu, puis de ramener de ramener les gens dans les arcades en mode, hey, regardez, vous allez passer un sacré bon moment. Après, tu parlais de la VR tout à l'heure. On peut considérer que c'est un peu une forme vite fait pas de passerelle, mais il y a un peu quand même ce côté par rapport à la manière d'avoir un contrôleur et tout, d'avoir une vision. Je sais, tu vois, ils font des salles Oui. de réalité virtuelle. C'est pas du tout la même chose en termes de sensation, mais t'es un peu, c'est un peu un autre pan une manière d'aller dans une salle, faire un jeu comme ça, voilà, où tu vas jouer un truc de réalité virtuelle, tu vas faire une expérience de réalité virtuelle. Parce que c'est pas la même demande. En fait, aujourd'hui, les gens, ils veulent plus une expérience un peu de sensation, mais plus narrative, émotionnelle et tout, je pense. Tu as réellement un côté très, très arcade, et encore une fois, c'est un peu plus accessible à tout le monde, alors que là, il y a entre guillemets que des initiés un peu qui vont y jouer, c'est moins accessible qu'un. Vas-y, pardon. Bah, t'as plutôt bien résumé, c'est avant l'arcade, et aussi il faut bien se rendre compte que la raison pour laquelle les gens s'embêtaient à sortir dehors avec des pièces de 50 centimes ou de 20 centimes, en fait, c'est parce que à l'époque, l'arcade, techniquement, il n'y avait pas mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu comparais genre Kid Icarus sur NES et Virtua Racing, genre en fait il y avait pas de comparaison. Bon là il y a quelques années d'écart quand même, mais même tu compares, tu vois, genre tu compares Mario 3 et Virtua Racing, tu vois, en termes de technique, tu vois, même si Mario 3, Super Mario Bros 3 c'est un super jeu, visuellement il est très joli, tu vois, mais en termes de technique, genre t'as le meilleur jeu de la Super Nintendo et le jeu trendy de l'arcade, je veux dire t'as un truc qui est en 3D, rien que ça, tu vois, genre à l'époque c'était ouf, et après genre t'attends genre 1 ou 2 ans et t'as Daytona qui sort, et c'est un truc de fou, tu vois, visuellement, rien que ça, en termes de sensation aussi, de jeu, tu vois, on n'est pas sur une petite manette en plastique, tu vois, là t'es avec ton vrai volant et tout, donc il y avait ce truc, c'était le prime, tu vois, c'était un peu l'expérience premium, l'expérience luxueuse, tu vois, mais aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui a remplacé l'arcade? C'est le jeu console. Et le jeu console, petit à petit, on avait des jeux qui étaient très, ce que j'appellerais des jeux très jeux, c'est des jeux classiques comme des platformers, des jeux de combat, et comme ça. Et petit à petit, ces genres de jeux-là qui étaient très populaires, ils se sont vus remplacés par des genres de jeux beaucoup plus narratifs. Aujourd'hui, un jeu solo qui n'a pas de narration, ça se vend pas. Ou alors ça se vend, mais auprès d'un public de niche, ça se vendra jamais beaucoup, tu vois. Et du coup, c'est pour ça, à mon avis, aussi que l'arcade n'est plus fréquenté. C'est bon, déjà parce qu'aujourd'hui, on a tellement de services de streaming, de dématérialisés qu'on sort plus de chez nous. Enfin, tu vois, genre, on sort beaucoup moins de chez nous. C'est factuel. Enfin, je veux pas faire le vieux con. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, tu vois, mais c'est le fait, tu vois. Consommation, globalement, c'est est ça. différent. C'est ça. C'est ce qui est... Et puis les gens recherchent. Enfin, en fait, le jeu vidéo a touché un public qui est beaucoup plus large et mainstream, qui conçoit le jeu vidéo avant tout comme une expérience narrative. Ce qui n'est pas l'arcade en fait. L'arcade ne l'est pas et n'a jamais cherché à l'être. L'arcade, le but c'est, tu arrives sur ta borne, tu joues, tu mets une pièce, tu penses à bon moment, parce que comme ça tu vas pouvoir revenir, mais tu restes pas 3 plombes sur la borne, parce qu'il faut que quelqu'un vienne prendre ta place après pour lui-même qu'il puisse jouer. Et du coup, c'est de l'instantanéité. On te donne un truc et bim, joue, amuse-toi direct, essaye de faire le meilleur score, patati patata, mais c'est vraiment de l'instantanéité, tu vois. Ce que n'est pas du tout le jeu console actuel, ce qui n'est pas la façon de consommer des gens, que ce soit en termes on va pas se déplacer à l'arcade, mais aussi en termes d'expérience de jeu. Les jeux veulent des trucs narratifs, les gens veulent des trucs lents qui durent 50 heures, où ils payent en one shot, ils veulent pas un truc où tu mets une pièce et tu joues 5 minutes, un truc instantané, quoi. Oui, ok, certes, je comprends tout ça, mais après, je dis pas que ce serait le truc dominant, mais je dis que il y a de la place pour l'arcade dans nos quotidiens, dans nos modes de consommation. Il y a de la place pour ça. Ah, mais moi, j'aimerais bien. Ben non, mais non, pour vrai, moi, je suis sérieux, même si c'est pas le cas aujourd'hui,
parce que c'est passé de mode. Mais franchement, si j'avais une initiative pour moderniser l'arcade, moi, je dis, il y a une place pour ça. C'est comme le même principe que le cinéma. Le cinéma, on y va pas tout le temps, mais tu sais, pour faire une activité de groupe, est-ce que ça vous est déjà arrivé, les gars, de dire à vos collègues de travail en entrant, hey les gars, venez chez moi, on va jouer à The Last of Us pendant 4 heures, genre dans le noir. Non, par contre, moi, je me verrais bien dire à mes potes, hey, on va faire on va aller prendre un verre, on va aller faire un petit tour à l'arcade. Ça vous dit d'aller faire quelques parties de Pac-Man, ça, moi, 100%, genre, tu sais, puis aussi, il y a un autre truc, c'est l'accessibilité à la technologie. C'est que, bon, à l'époque, tu ne pouvais pas avoir une borne d'arcade à la maison, hein, parce que c'était un gros machin. Là, aujourd'hui, on voit un peu le même phénomène. Émeric, tu l'évoquais avec la VR. Tu ne vas pas avoir un entrepôt de 1 km², genre avec des PC, une douzaine de PC et une douzaine de casques VR. Bon, fait que du coup, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des expériences, genre qui se font en personne. Et moi, je pense qu'il y a de quoi de valide. La raison pour laquelle, ben, c'est pas un truc, que ça n'existe pas aujourd'hui. C'est juste qu'il n'y a personne qui investit, qu'il y a personne qui ose investir là-dedans, qui se dit, hey, moi, imaginez-vous, je vais me faire une salle d'arcade contemporaine. Je vais avoir un paquet de jeux contemporains, vous allez pouvoir venir jouer à l'arcade chez nous et tout. Bah là, il y en a eu, mais c'est qu'elles n'ont pas marché, généralement. Genre, moi, j'avais vu un mec, un Espagnol, qui fait un rassemblement de joueurs de shmup tous les ans en Espagne. Et en fait, il y a, genre, ils sont une quarantaine, cinquantaine, et ils jouent à des shmup, voilà, ils discutent et tout, ils passent un week-end ensemble. Ce mec a tenu une arcade non professionnelle pendant un moment. Et en fait, c'est ce qu'il disait, c'est qu'en fait, c'était par passion, parce qu'en fait, tout ce qu'il en gagnait, c'était de perdre de l'argent, quoi. Donc je pense que, par contre, j'aime beaucoup l'idée que tu as de dire ça peut devenir une sorte de sortie de groupe. Le problème, c'est que le cinéma, c'est accessible à tout le monde, dans le sens où il n'y a pas d'interaction et tout le monde a déjà vu des films dans sa vie. Là où le jeu vidéo, tu vois, genre, je ne vais pas citer de nom, mais on a des collègues, je pense, qui jouent pas énormément. Et en fait, genre, tu vas les amener là-bas et je sais pas si elles vont oser venir, tu vois. Parce que bah, le jeu vidéo, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus mainstream, même si aujourd'hui le regard du jeu vidéo, c'est pas le... enfin, que les gens portent sur le vidéo est pas le même qu'il y a 30 ans, malgré tout, il y a quand même des gens qui sont fermés aux jeux vidéo, dans le sens où ils sont un peu moins en accord avec le truc, et c'est pas forcément le truc qui les attire, quoi. Ça, c'est un autre point, genre, un autre point négatif que. Ben, un point négatif, mais genre, un point de pourquoi ça marche pas aussi, puis c'est la réputation de l'arcade. Là, il y a déjà, justement, des collègues de travail ont dit venez à l'arcade, vous allez vous amuser. Ils sont comme oh, je suis pas sûr. Des fois, des collègues qui sont des dames, puis il y a ce stéréotype de merde comme quoi que les jeux vidéo, c'est juste pour les garçons. Arcade. C'est comme d'arcade, on avait un... beaucoup de filles. On était un peu près le 50-50. Ouais, c'est vrai, mais il y a beaucoup de filles des girl geeks hardcore qui jouent à des jeux de rythme, là, genre avec des Plus réflexes. vite que toi et moi, ah on ouais, verrait jamais. On fusionnait nos cerveaux ensemble. Mais on a essayé à deux. Ouais. Tu te souviens ? On a été nuls. Non, ça marche On pas. était nuls, alors qu'il y avait une fille, elle l'a fait tout seul. Alors que nous, on était à deux. Oui, c'est ça, mais du coup, genre, tu vois, ça prouve bien que l'arcade, c'est pour les filles aussi, déjà. Puis c'est aussi n'importe qui peut jouer à Tetris, n'importe qui peut jouer à Pac-Man. Ouais. Je veux pas entendre ah ben oui, mais moi je suis pas doué. Non, peut-être pas tout le monde peut jouer encore une fois de Last of Us avec des espèces d'inputs tu dois avoir des skills acquis depuis super longtemps. N'importe qui peut jouer à Pac-Man. Puis tu sais, moi je pense que déjà c'est dommage qu'il n'y ait pas cette réputation-là d'accessibilité, parce que pour moi l'arcade c'est foncièrement accessible. Les jeux sont faits pour que tu embarques dedans le plus vite possible. T'sais. N'importe qui peut embarquer dedans. Mais par contre, une autre affaire de réputation, la mauvaise réputation que l'arcade a, c'est de gober notre monnaie. C'était le truc dont je voulais parler juste après. Ouais. Moi, je vais vous avouer que autant que j'ai apprécié mon expérience en Tron, j'avais l'impression de me faire vider les poches un petit peu. Mais pas pour... Attention. Pas pour Outrun. Pour Outrun, genre pour 50 centimes, tu avais toute une expérience. Genre, tout l'argent que j'ai dépensé dans la borne d'Outrun, je ne la regrette pas. Cependant, ce ne sont pas tous les jeux d'arcade qui sont égaux. Il y a un autre jeu qui était dans l'arcade qu'on avait essayé, parce qu'on a fait le tour un peu. On avait essayé un shooter c'était comme Vanquish, mais sur les stéroïdes. Et c'était risible comme machin, mais bon, tu rentres là-dedans, puis ça pète de partout, tu tires partout, tu te prends des balles, t'es pas trop sûr. Tu sais, c'était un gros brouhaha. À travers tout ça, il est possible, évidemment, d'apprendre quels sont les inputs,
Mais genre, pour apprendre, ben, crache le cash, hein, parce que tu vas tout le temps être en train de mourir. Puis, t'es sur le point de réussir à aller 50 centimes et tout ça. Puis ça, pour le coup, genre, cette borne-là, ben, je pense que le principe que l'arcade, ça bouffe ta monnaie, c'est une borne qui va mériter cette sale réputation. Ouais, mais alors là où je suis pas d'accord, c'est que je pense que c'est juste parce qu'on n'était pas initié. Tu vois. Genre, et qu'Outrun est un jeu plutôt facile et du coup ça nous permet de nous initier facilement. Mais par exemple, tu prends sur n'importe quel maniac shooter, de cave, de toa plan ou driving ou n'importe quoi, c'est la même chose. Mais c'est pas parce qu'en fait le jeu veut bouffer tes pièces, c'est juste parce qu'on n'est pas bon. Tu vois. Ouais, mais Et je sais pas, genre, si le jeu est aussi intense ou quoi que ce soit, il pourrait être un petit peu plus généreux sur le nombre de vies, par exemple. ouais, mais alors du coup, en l'occurrence, c'est que du coup, tu réduis l'intensité pour les joueurs tu vois, pour les joueurs plus investis. C'est un peu le truc, c'est que en fait, tu vois, genre typiquement, tu joues à un shmup, par exemple aujourd'hui sur console, tu as des dizaines de modes de difficulté et des trucs comme ça. Sur arcade, tu peux pas vraiment faire ça parce que bah, tu as un système de score, tu as une seule borne et tout ça, tout ça. Enfin, mais là, tu vois, genre par exemple, tu prends n'importe quel shmup de cave, tu le lances sur arcade. Ouais, en 2 minutes, t'as fini ta partie parce que t'es mort si tu connais pas le jeu, tu vois. Mais du coup, c'est un peu le truc, c'est que je pense aussi, c'est des bornes où, un peu comme dans Outrun où t'as mis, genre, t'as bien mis, je pense, bien 5-10 € à apprendre le jeu et à finir le mode facile. Je pense que si tu mets 5-10 €, tu finis pas la borne de Cave, mais tu finis peut-être les 2 ou 3 premiers niveaux enfin, en 1cc, tu vois. Mais Je pense. Tu vois, c'est le fait aussi que c'est un apprentissage qui paraît plus long parce que Outrun est un jeu beaucoup plus court. Je pense que c'est aussi un peu une question de contexte, hein, de toute façon, le contexte économique. Enfin, même moi, j'irai pas à la salle d'arcade hyper souvent parce que ben, tu peux pas te permettre de balancer, je crois c'était 6-8 balles, un truc comme ça qu'on a fait. Et encore une fois, parce qu'on m'a expliqué le système de drift, il a fallu que je le découvre tout seul, ça aurait pas été la même somme. Il y a ça, puis effectivement, il y a quand même ce côté, tu vois, on parlait de Pac-Man, on y passe un moment et tout. Mais là, pour le coup, comme il n'y a plus de gaps technologiques qui se font sur l'arcade, tu te dis, je mets 20 centimes pour jouer à un jeu qui a une gueule des années 90, quoi, un truc comme ça. Donc, est-ce que tu vois ta monnaie de la même manière, peut-être aussi, pas forcément? Tu te dis, bah là, je viens de dépenser 20 centimes pour un jeu qui est fun, certes, mais qui est quand même vieillot dans son style et tout. Alors que Outrun, c'est un peu plus récent, même si maintenant il est quand même très vieux, puisqu'il a 21 ans, Outrun 2. Ouais, et tu mets 50 centimes plein de fois pour un jeu qui a 21 ans, alors qu'il est toujours d'actualité, hein, ça se joue très bien, il n'y a pas de problème dans le gameplay ou quoi que ce soit, c'est pas de souci. Mais, euh, mais oui, je comprends que tu aies ce côté gob pièce, et tout à l'heure tu évoquais le fait d'aller à plusieurs à la salle d'arcade. C'est aussi un médium qui, comme je crois que c'était Valentin ou toi, je sais plus, qui disait par rapport au cinéma, qui nécessite quand même des prérequis en termes de capacité. Parce que tu as quand même des capacités motrices correctes, dans le sens où prendre un virage, arriver à gérer son véhicule. Oui. Enfin, tu vois, c'est pas comme le cinéma où tu Ça, arrives, c'est c'est spécifique pour que. Outrun, Voilà. par contre. Ça, c'est spécifique pour Outrun, parce que, comme j'ai dit, tout le monde peut jouer à Pac-Man. Oui, mais c'est Ouais. quand même entre guillemets, si tu veux, Pac-Man, là, le battle qu'on a fait, si t'es pas très bon, tu vas mourir très vite. Et là, tes 20 centimes, ils peuvent durer une partie de 5 secondes. C'est ça, c'est un peu le truc de Donc, tout à l'heure quand tu parlais du raid shooter, c'est que je pense qu'en effet quelqu'un qui joue pas aux jeux vidéo et qui du coup a énormément de mal, qui va avoir énormément de mal à rentrer dedans parce que bah, en fait le cap de difficulté va être beaucoup plus grand pour lui, même pour Outrun 2, la personne elle va arriver à faire des drifts, peut-être qu'elle va pas avoir la vitesse d'exécution ou la coordination main-yeux pour faire le truc et où du coup bah ouais ça va peut-être plus compliqué et du coup elle a plus l'impression de se faire bouffer ses pièces aussi, tu vois. c'est un média qui nécessite des prérequis, tout comme, par exemple, même si tu prends un autre milieu un peu à part, le livre, la lecture, la littérature, ça nécessite de savoir lire, c'est un prérequis intellectuel et tout. Alors que le cinéma, a priori, voir des images défiler, écouter du son et tout, même si t'as pas les connaissances du médium, de comment se fait un film, des codes champ contre champ, de ce que ça veut dire de pouvoir faire une analyse, tu peux quand même passer un bon moment. Devant ça, t'as pas besoin de prérequis. Oui, Mais après, j'aime bien ta vision quand même du truc de enfin, je pense que c'est une des potentialités de l'arcade dans le futur, c'est en effet une activité de groupe. Je pense que c'est un truc qui est cool. et pour rebondir Mais- là-dessus, justement, moi, peut-être, genre d'un point de vue réaliste, parce que des trucs, des salles d'arcade rentables, ça existe, croyez-le ou non, c'est juste que c'est un tout petit peu différent. Alors, je pense qu'un moyen de ramener les gens à l'arcade,
que je verrais comme réaliste puis comme faisable, puis qu'il y a déjà des gens qui le font de manière assez lucrative, c'est de combiner la restauration et le bar avec. Je vais vous expliquer un peu le principe. Il y a un bar, c'est des bars à jeux. On va appeler ça Oui, il y a des ça, bars à oui. jeux. Ouais. Puis c'est un bar à jeux où il y avait des jeux de société, il y avait des bars, il y avait de la restauration, puis c'était super cool. Sauf que genre les jeux qui étaient disponibles là-bas, c'était des jeux de PlayStation 4. Donc c'était un peu la grosse galère d'amener toutes les manettes de PlayStation 4, puis le modèle économique et tout ça. Et éventuellement, ce bar-là, il a fermé. Par contre, il y a un autre bar à jeux que j'ai essayé, qui lui, pour le coup, il fonctionne. C'est Arcade Montréal. Donc à Montréal, tu as ce bar. C'est un grand bar, super cool, super stylé à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a plein de bornes d'arcade. Les bornes d'arcade, elles sont gratuites. Tu n'as pas besoin de payer pour jouer à aucun des jeux. Tu peux jouer à Metal Slug, à Tetris. Puis même, il n'y a pas juste il y a pas juste des bornes d'arcade, il y a aussi des jeux rétro. Donc, tu amènes le côté rétro gaming avec justement des consoles. Tu pouvais jouer par exemple sur des NES à Super Mario Bros 3. Puis il y a des trucs comme ça. Puis les drinks là-bas, ils sont en thématique de jeu. Puis c'est super ambiance, super cool. Puis tu as l'expérience arcade là-bas parce que genre tu peux être avec tes potes quand que tu vas prendre un verre, tu discutes et tout. Puis c'est comme, hey, ça te tente d'aller faire une partie de Pac-Man. Pac-Man, c'est le nouveau Gears of War au final. Hein? Pac-Man, ça va être le Gears of War de cet épisode. D'ailleurs, je tiens à m'excuser publiquement à nos auditeurs pour le dernier épisode pour avoir dit Gears of War un nombre incalculable de fois. Hein. On recommande pas on décourage activement de faire le challenge de boire une shot de vodka à chaque fois que je dis Gears of War. Hein. C'est un risque pour votre santé. Nous, on ne se tient pas responsable de ça. Bon, je fais un lien avec ça parce qu'on parle d'alcool puis de bar puis tout ça, mais ouais, c'est ça, Arcade Montréal. Si on va au Québec un jour à 3, les gars, je vous y amènerai. C'est bien sympa comme endroit. Ouais. Mais tu vois, genre, en France, il y a beaucoup de bars à jeux. Il y en a beaucoup. C'est des Mais jeux de société. c'est tous des jeux de société. Ça coûte moins cher après. Ouais, c'est du carton. Hein. C'est moins cher d'entretien. Des boîtes en carton avec du carton dedans. C'est quand même 40 balles les jeux de société. Ouais, des fois c'est plus cher. Après, Mais- voilà, faut pas oublier qu'une borne aujourd'hui, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros. Quoi. Ouais. Ouais, Sans mais- compter les frais de livraison, parce que ta borne, tu l'envoies pas par la poste. Quoi. Donc, Oh putain. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh putain. Oh là 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 là. Mais peut-être qu'il y aurait moyen de construire des bornes, entre guillemets, genre... je pense qu'il y a moyen de préprogrammer, pas pour avoir genre une borne complète, mais avoir genre des consoles qui ont des expériences arcade dessus. Ça peut faire le taf. Hein. Puis tu peux jouer à ta table avec ton verre et tout, puis être bien installé. il y a des bornes un peu comme ça, mais c'est des trucs un peu cheap généralement. Ouais. Et tu sais, c'est des bornes où tu peux plugger plusieurs ROM dessus et voilà. Il y a trois petites choses dont on n'a pas parlé. Le mode cœur, enfin le Oui. Heart, peut-être en parler vite fait. Oui. Alors, Heart Mode, c'est quoi, Valentin? Le Heart Mode, donc c'est le deuxième mode important, mais il y a le Time Attack, ça c'est le même que la Outrun, mais avec du temps, enfin pas de temps, c'est juste un timer genre pour tes compétences et pas de trafic. Le Heart Mode, c'est donc le deuxième mode d'Outrun 2, c'est un mode où en fait il faut faire plaisir à sa copine. Littéralement, c'est le principe du mode, où en fait votre copine va vous demander enfin vous faites les mêmes niveaux que les niveaux basiques de la Outrun mode, mais en fait votre copine va vous demander des objectifs particuliers. Ça peut être de suivre une trajectoire particulière dans un virage, ça peut être de faire le plus de drift possible, ça peut être de dégommer le plus de voitures possible, bref, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais en gros, elle va vous demander des objectifs, et plus vous les remplissez, et plus vous les faites, en fait, plus vous allez gagner des cœurs, qui à la fin vont vous donner un score. Donc d'où le rang AAA. Le principe, c'est du coup de garder la même délire de conduite que dans le mode Outrun, mais en complexifiant la chose par des objectifs. Et c'est, je pense, un peu le post-game un peu sympa du jeu. C'est quand même moins instantané que le mode Outrun classique, puisqu'il y a une surcouche d'interface, une surcouche de « Ah, il faut faire des objectifs », donc il y a un peu une surcouche en plus, qui donne un côté un peu moins instantané et qui peut-être plaira un peu moins quand on vient plus pour se détendre et jouer une partie sympa. Mais il existe ce mode-là, si on veut pousser un peu plus le jeu, et c'est plutôt cool. Mais moi, genre, je voyais ça comme un bonus très cool. Genre, qui ajoute encore plus de rejouabilité à un jeu qui a déjà plein de rejouabilité. Puis aussi qui ajoute plein de nouveaux feelings. Genre, justement, de drifter dans des pneus, quelle sensation incroyable. Déjà, de drifter, c'est incroyable dans l'entrée, mais si tu driftes dans genre une douzaine de pneus, genre tong, 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 c'est trop, trop bien ça. Puis il y avait des fantômes aussi, à un moment, il faut que tu frappes Oui. des fantômes.
Tu sais, il y a plein de petits trucs comme ça qui font en sorte, oui, le Heart Mode, c'est un ajout, c'est une partie qui est un peu secondaire, mais fort sympathique. Et ça, il y avait. Toi, t'avais découvert, Valentin, via une vidéo qu'il y avait 2 modes de drift. Ouais, alors le deuxième mode de drift, c'est un dérivé en fait, c'est un truc qui est aussi très présent dans les jeux des arcade racers. C'est qu'au lieu de freiner pour drifter, et ben en fait on descend sa vitesse, qui bah factuellement nous fait freiner aussi. C'est un truc qui était notamment énormément, enfin que si tu joues à Daytona USA ou Daytona, enfin bref, tu vas utiliser ce truc-là. Daytona, généralement c'était t'es en cinquième, pouf, tu passes en troisième ou en deuxième, et après tu remontes petit à petit pour finir ton drift en repassant droit et tout. C'est un truc qui est très 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 présent dans Daytona. Et là, ce truc-là dans Outrun 2 aussi. Le truc, c'est qu'à Outrun 2, là où Daytona, vraiment, des fois, tu vas jouer sur plusieurs vitesses pour freiner plus ou moins. Daytona, généralement, enfin, à Outrun 2, c'est tu baisses une vitesse et en fait, tu la remontes tout de suite. Parce que tu as très peu de virages où le jeu te demande de freiner, en fait. Il y a très, 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 très peu de virages où le jeu te demande de freiner. Il y en a où, genre, si tu veux une belle courbe, il faut freiner. Mais globalement, il y a très peu de virages qui te demandent de freiner. Et donc, tu as tout le temps le pied sur l'accélérateur. Et donc le fait de, en fait, juste passer ta vitesse en la vitesse du dessous et la remettre instantanément, mais genre vraiment, c'est pas paf, hein, c'est vraiment instantané. Si tu fais ça, et ben ta voiture, tu vas quand même perdre le contrôle, enfin tu vas pas perdre le contrôle, mais tu vas quand même commencer à drifter. Mais tu vas juste en fait avoir passé genre une demi-seconde dans ta quatrième au lieu de ta cinquième vitesse. Et donc ton drift se fait quand même. Et donc en fait, c'est la méthode la plus optimale quand tu joues du coup en manuel, parce que du coup tu perds genre 6-10 km/h que tu regagnes très vite. Là où si tu freines, tu vas bien perdre genre 30 km/h quoi. Et donc c'est la méthode vraiment la plus optimale pour drifter, c'est baisser sa vitesse et la remonter tout de suite, ce qui te lance ton drift et te permet de perdre le moins de vitesse possible quoi. Alors sur console c'est extrêmement simple parce que c'est des gâchettes pour pour baisser ou monter de vitesse, donc ça se fait vraiment instantanément. Sur la borne, il faut prendre un petit peu le coup de main de monter et baisser le levier instantanément. Mais globalement c'est extrêmement rapide, extrêmement fluide et ça te donne un énorme bonus de vitesse quand même, enfin un bon bonus de vitesse par rapport à ce que tu la faisais avec le frein en automatique. Ça pousse un peu à apprendre le jeu en manuel. Le seul reproche que j'ai à ça, c'est que c'est en fait factuellement le seul avantage de jouer en manuel. C'est-à-dire que y a pas de jouer en manuel dans Outrun n'a aucun intérêt à part utiliser cette technique-là. Ce que j'allais dire, moi je l'ai fait en manuel. Le mode manuel, ça sert juste à. Tu enclenches les vitesses jusqu'à arriver à la maximale au tout début de la première ligne droite de la course, donc Palm Beach, pour toujours pas mal le prononcer. Enfin, si je le prononce mal, mais pour éviter de faire une erreur. Et en fait, après, comme tu disais, on garde le pied sur l'accélérateur, donc on baisse jamais de vitesse. Et dès qu'on est arrivé à la vitesse max, à moins qu'on fasse un crash qui nécessite de rebaisser les vitesses pour les remonter, en général, on les touche pas trop après les 10 premières secondes de jeu, quoi. Ouais, c'est ça qui est un peu dommage parce que ça aurait pu être une manière de dire, hey, si tu veux optimiser encore plus ta vitesse, joue en manuel. Et du coup, tu vas devoir apprendre à jouer en manuel. Le truc, c'est qu'il n'y a rien à apprendre à jouer en manuel à part cette technique de drift-là. Parce que factuellement, c'est pas comme dans d'autres jeux de course où le manuel, tu vas devoir gérer tes vitesses par rapport à ta vitesse, par rapport au virage. Tu dis, bon, là, il faut que je le passe en temps, là, il faut que je le passe en temps. Non, c'est vraiment genre juste, ou genre Daytona où tu te dis, là, pour ce virage, il vaut mieux que je passe la deuxième, ou là, il faut mieux que je passe la troisième, etc. Là, c'est vraiment genre juste, en fait, baisse ta vitesse et remonte instantanément. Et il y a rien d'autre vraiment dans l'aspect manuel des courses, quoi. C'est un peu dommage. Après, pour faire le lien avec le dernier sujet, moi, dans la borne arcade, je n'ai jamais essayé le mode manuel parce que j'étais 100% concentré sur apprendre la piste, puis faire la drift au bon moment, puis je voulais pas apprendre une nouvelle manière de drifter parce que ça me paraissait pas, comme vous dites, de toute façon, vous me le disiez, ça sert à rien d'autre que de complexifier tes inputs pour rien et tout. Mais tu gagnais plus de vitesse, tu perdais moins de vitesse quand même. Ouais, tu peux perdre moins de vitesse. Bref. Du coup, moi, je me suis dit, non, merci, je vais garder ça simple. De toute façon, avec le peu de temps que j'ai, je vais rentabiliser. J'ai pas envie de dépenser de l'argent pour apprendre avec les différentes vitesses. Cependant, puis là, on pourra parler de ça maintenant si vous le voulez bien. Pendant la version PS2, le changement de vitesse se fait vraiment plus facilement avec les gâchettes. Puis tu descends de gâchette, tu appuies sur le attends. L1, R1. Ouais. Tu appuies sur L1 pour descendre de vitesse, hop, tu rentres en mode drift et hop, tu appuies sur R1 pour revenir à la même vitesse puis continuer d'accélérer. Moi, j'ai trouvé que cette mécanique-là
elle se traduisait encore mieux dans la version PS2 que dans la version arcade. Là, autant que dans la version arcade, moi, j'avais aucun intérêt de la prendre. Là, dans la version PS2, ben déjà, j'avais beaucoup de difficultés à freiner avec le bouton carré. Je sais pas pourquoi, moi, ça marchait pas. On a eu un peu de mal. Ouais, au ouais, début. Moi le- aussi, j'avais un peu galéré. Donc déjà, du coup, la prise en main, moi, genre, j'étais pas capable de drifter avec le bouton carré, donc ça me frustrait. Puis je me suis dit, bon, ben, tant que, genre, j'ai comme été un peu forcé d'aller dans le mode manuel. Puis j'ai découvert le mode manuel sur PS2, puis là, je me suis dit, ah, le jeu vient de prendre un niveau de complexité supplémentaire. J'ai l'impression d'être encore plus en contrôle de ma drift, de mes vitesses. Puis ça, tu sais, aussi, ça fait quasiment comme un cheat code, parce que tu te dis, c'est tellement pas long de changer de vitesse, de drifter instantanément. Et tu te dis, ok, c'est comme un cheat, mais pas tant. Parce que si tu changes de vitesse et que tu rates ta drift, si tu réussis ta drift, t'es nickel. Hein? Ah, tu vas gagner de la vitesse, tu vas être content. Mais si tu rates ta drift, oh là, par contre, c'est il faut que tu te redécolles, puis t'es pas à la bonne vitesse. Fait qu'il faut que tu vite, tu descends à la bonne vitesse. Après ça, que tu montes progressivement, ça devient toute une autre galère. Puis moi, je trouvais ça infiniment engageant, puis encore plus tendu. J'étais encore plus tendu des fois quand je faisais des courses, justement. Puis je trouve que cette mécanique-là de manuel, c'est une des plus engageantes que j'ai vues que j'ai vu dans un jeu de course comme ça, Ouais. moi. Après, t'as aussi, je pense, l'avantage que en fait, du coup, t'as deux modes de freinage. T'as le mode avec le frein, qui est un gros coup de frein, et le mode manuel avec le changement de vitesse, qui est un petit coup de frein, qui peut aussi, je pense, quand tu vas dans le hard mode et vraiment tu essaies de pousser le hard mode, à vraiment en fait avoir on va dire, deux stades de freinage différents. T'en as un qui est un peu plus vénère et un qui est un peu plus subtil, et ça te permet peut-être de jouer un peu plus avec les modes de freinage et du coup freiner plus ou moins en fonction de ce que tu as besoin dans ton virage. Et du coup, pour regagner un peu à l'intérieur du virage. Donc il y a peut-être aussi un peu de subtilité là-dedans qu'on n'a peut-être pas trop approché. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais pour avoir testé un petit peu vite fait, ça a l'air de partir un peu dans cette direction. Donc c'est pas non plus complètement inutile de jouer en manuel, ça te donne un nouveau mode de freinage qui est plus doux. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est pas le mode manuel. Enfin, moi je trouve que c'est pas le mode manuel le plus complexe du monde. Voilà. Mais en tout cas, c'est que. Alors, un truc sur lequel je trouve que tu as particulièrement raison, c'est que sur PS2, la manipulation de changement de vitesse est extrêmement agréable à manipuler. Ouais. Mais même sur la borne, en fait, en réalité. Mais sur PS2, je trouve que c'est d'autant plus le cas. Mais sur la borne, même le fait de faire paf, tu vois, genre ça Ouais. marche vraiment bien. Bon, le coup de frein aussi marche très bien. Mais c'est vraiment agréable de manière générale. Ouais. Tu retrouves un côté kinesthétique qui est peut-être moins présent dans la version PS2. Justement, d'avoir un input un peu plus complexe puis satisfaisant comme ça en mode manuel, ça permet de justement d'élever un peu la version PS2 parce que j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Moi, la version PS2, initialement, je la trouvais OK. Tu sais, puis c'est cette mécanique-là de mode manuel, de drift en changeant de vitesse, qui, pour moi, la rend encore plus valide. Mais ça reste une expérience qui peut pas atteindre la Oui. hauteur de Oui. la borne d'arcade. Hein. Voilà, ils ont essayé de mettre plein de contenu en achetant des voitures, en achetant des nouveaux circuits ou de rentrer des modifications dans les circuits, des trucs à acheter, des nouveaux modes de jeu avec des défis et des trucs comme ça. Mais d'un point de vue jeu pur, quand on enlève tout le gras des modes de jeu et des trucs comme ça, le fait de jouer à Outrun, en effet, la version arcade, elle est pas, enfin, ça arrive pas à lâcher, enfin, ça arrive pas à lâcher le mot, c'est un peu fort, tu vois, mais Ouais, c'est un peu. parce que ça reste très bien, tu vois, mais c'est pas, évidemment, la version arcade tous les jours, quoi. Ouais, mais genre, moi, je pense que si vous avez l'opportunité, vous avez une PS2, ou par chance, vous avez la version PC de Outrun 2, ça vaut entièrement la peine de Ah oui. jouer à ce jeu-là, même si vous n'avez pas accès à une borne d'arcade, ça reste super fun. C'est juste que, genre, tu peux pas battre l'immersion puis le fun de la borne d'arcade, mais Ah, complètement. Ça reste un excellent jeu PS2. Hein. Bon, on crache un peu sur la version PS2, mais ça reste un super jeu. De manière Oui, générale. en fait, c'est plus dû aux contraintes de la machine, mais qui sont Ouais. normales, quoi. Oui, c'est ça. C'est- Et après, on n'a pas testé la version PS2 avec un volant. Je sais pas si c'est jouable avec un volant. Je pense que oui, mais je sais pas. Donc peut-être Bah, qu'avec un volant, c'est d'autant Le plus sympa. jeu est pas le plus évident peut-être à se procurer. Je crois Ouais. pas qu'il coûte excessivement cher peut-être sur PS2. Et sinon aujourd'hui si vous voulez y jouer, bah, soit c'est en arcade. Donc il Ouais. faut trouver une salle d'arcade où il est dispo. Soit Soit sur Xbox, il est sorti en 2004, mais la Xbox première du nom. Ouais. Soit sur PS2 où il a eu une sortie en 2006 qui s'appelle Coast to Coast. Ouais. Bon, bah, pareil, quoi, faut la trouver, faut avoir une PS2, si tout le monde a plus forcément aujourd'hui.
Et sinon, bah, la version PC, comme on le disait tout à l'heure, Elle est plus là. elle est plus là. PS3, Xbox 360, PC n'existe plus. Voilà. À cause de la licence avec Ferrari. Du coup. Et ça, je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est une tragédie. Après, l'avenir n'est peut-être pas tout sombre. Ah, pourquoi, Valentin? Ben parce que actuellement, là, il y a quelques temps, Sega a annoncé travailler sur plein de nouveaux jeux de ces vieilles licences. Donc on va avoir, parce qu'on ne s'est pas sorti à l'époque où on fait le podcast, mais on va avoir Crazy Taxi, Golden Axe, Shinobi, Jet Set Radio. Mais du coup, on va avoir pas mal de vieilles licences. Ils ont aussi fait un remake de Panzer Dragoon. Ils travaillent normalement là sur un remake de Panzer Dragoon 2. Et bah du coup, logiquement, si tu parles de vieilles licences Sega à refaire, ou en tout cas à refaire un nouvel épisode, Outrun se place quand même plutôt haut dans les licences populaires de Sega, en tout cas les vieilles licences populaires de Sega. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, vu que Sega apparemment veut pousser un peu cette direction-là, peut-être que d'ici quelques années, on aura un nouveau Outrun. Peut-être qu'on aura Outrun 3, qui sait, ça serait cool. Donc voilà, on ne sait pas, mais espérons. Donc, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter avant que l'on conclue pour de bon? Bah, tu recommandes? Moi, je recommande à 100%. Trouvez une borne, mettez peut-être 2 €, 3 €, puis vous allez passer un excellent moment, n'importe quand, puis à chaque fois que vous allez retrouver la borne, vous allez toujours vouloir jouer une petite partie parce que le jeu, il est juste incroyable. Apprenez juste à drifter, ça, c'est parti. Oui, c'est ça. Envoyez-nous un mail si vous voulez apprendre à drifter, on vous enverra la commande. Et toi, Émeric? Pas plus que ça en vrai, je dirais. Je recommande si vous avez l'occasion d'y jouer. Si vous avez une borne d'arcade effectivement sous la main et que vous le voyez, bah, jouez-y, c'est très cool. Si vous tombez sur la version PS2, pareil. Maintenant, ce serait pas le genre de jeu où je vous dirais il faut absolument aller absolument y jouer. Vous avez loupé quelque chose si vous n'avez pas joué. Je trouve qu'aujourd'hui le jeu est quand même un petit peu plus désuet. Je suis un peu plus PC, un peu plus négatif que vous, mais je lui trouve pas quelque chose qui me fait dire c'est impératif d'y jouer aujourd'hui. Je trouve l'expérience est très cool. Si vous avez l'occasion d'y jouer, faites-le. Mais je pense que dans le contexte actuel du jeu vidéo, c'est pas le truc que je recommanderais le plus forcément, quoi. Sur la boîte de Outrun sur Xbox, c'est écrit en citation: If you haven't played Outrun, you haven't lived. Donc, bon. Si vous voulez vivre, Si vous jouez à en fait, jouez à Outrun 2. jouez à Outrun J'ai rien 2. dit, votre amant dépend. Trouvez-le, achetez-le, même à 400 balles. Prenez-le. Et toi, Valentin? Moi, je pense que je pense que c'est très bien. Évidemment, c'est plus agréable d'y jouer sur borne, donc, ou en tout cas avec un volant, donc n'hésitez pas. Mais si vous pouvez le faire, c'est toujours mieux, mais ça reste un très bon jeu console. Mais en fait, je pense que ça fait partie de ces jeux qui... comment on a expliqué ça? Vraiment un design très arcade, où en fait on a des fondamentaux extrêmement simples et accessibles, qui va essayer de diversifier un peu tout ça par le contexte et par le level design. Et bon, là, il n'y a pas d'ennemis, mais par ces obstacles, quoi. Et où en final il y a relativement peu de choses à apprendre d'un point de vue contrôle et mécanique, quoi. C'est surtout comment on va passer les différents obstacles. Mais globalement, moi je suis très positif sur ce jeu. Je pense que c'est un bon jeu d'arcade. C'est simple et accessible, tout en ayant une petite profondeur quand même intéressante. Et c'est ça que j'aime bien dans le jeu. Voilà, c'est un jeu qui est très lisse de manière générale. Et je trouve que c'est pour le mieux. Voilà, c'est pas un jeu incroyable, c'est pas genre la masterpiece, meilleur jeu de course ever, mais c'est très cool. Voilà, et c'est une bonne expérience de jeu qui me passe un bon moment. Mais encore une fois, si vous voulez jouer à des arcade racers, il y en a plein qui sont très bien. Ne vous limitez pas à Outrun. Typiquement, voilà, Daytona ou Virtua Racing, c'est des très bons. Enfin, surtout Daytona, c'est très très cool. Donc même si Outrun 2 c'est très bien, je pense que c'est un jeu dans le panthéon des très bons arcade racers qui peuvent vous faire passer un très bon moment, quoi. Bon, ben parfait. Je pense que ça fait une bonne conclusion à notre podcast. Merci pour votre écoute et on se revoit bientôt pour un prochain jeu Sega, une prochaine vinaigrette, peut-être vidéo. Est-ce qu'on dit le jeu? Ou est-ce qu'on le réserve? On le réserve pour plus tard parce que même moi je sais pas lequel on va faire. Donc... Moi je me souviens. Bah oui, moi je me souviens aussi. Ah bon? Si je te dis que c'est un gros monstre, un xénomorphe peut-être? Ah! Dans l'espace, Ah, personne je ne va crier. crois qu'on parle de Alien Colonial Marines. Let's go! Je m'attendais à celle-là. Parfait. On se revoit un prochain épisode pour Alien Colonial Marines. Non,
Je sais. Ok. J'ai eu un doute la deuxième fois qu'il l'a dit, je me suis dit ça se trouve. Non, c'est pas un podcast de Rage. Désolé de vous décevoir. On va faire Alien Isolation probablement. Donc, stay tuned. Puis, merci. Et au revoir. Bye. Bye. Ciao. Ah oui, et au passage, Bonne fête. ho, ho, ho